Il décide en fait d'envoyer la sauce et là il monte à la verticale le mec. Et là je vois la bonne sœur en face de moi et là ça grippe, commence à prier. Et là on sent une odeur de qui arrive. En fait elle s'est dessus quoi. On est pris à partie par un sniper. Taliban, première balle qui part, en fait, il touche le bras d'un de mes potes, quoi. Et là, je me dis, ok, on est dans la réalité. Je me suis dit, je pense que c'est peut-être ma dernière heure aujourd'hui. Villageois nous raconte, en fait, qu'au quotidien, dès qu'ils viennent, ils les massacrent, ils les mettent au barbecue, ils n'hésitent pas à les manger, quoi. Et au bout de 20 minutes, en fait, le chef de l'armée nigérienne arrive et puis il fête la victoire. Puis on lui dit, ouais, vous avez perdu combien d'hommes? On a perdu 100. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le bordel, quoi? Le souci, c'est que cette armée, en fait, jamais elle ne pose un genou au sol. Ils combattent debout. Parce que pour eux, en fait, mettre les deux genoux au sol, c'est juste pour prier. Ils partent sur une proposition, ils trouvent un accord. Il a payé très cher sa sécurité. Combien? Sur un mois. Mais quel naze. Sans permission. Sans permission. Avec Yomi Osama-san. sans permission. Tout blanco sans permission. Ça va Ous? Ça va super et toi? Nickel, nickel, nickel. Les amis, aujourd'hui on reçoit un invité très exceptionnel dans Sans Permission, Cédric, 33 ans. Alors Cédric, t'es ancien militaire, t'as aussi travaillé dans la police et notamment dans les quartiers chauds du 93. T'as passé 10 ans dans l'armée et tu t'es engagé à seulement 17 ans. T'as été déployé en Afghanistan, au Tadjikistan, à Djibouti et aux Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, tu es le fondateur de Lima Protection, une entreprise qui assure la sécurité de personnalités à risque. Et dans cet épisode, on va parler de choses qu'on entend rarement dans les podcasts, notamment des anecdotes sur la réalité de la guerre, Afghanistan, sniper, mutilation, opération contre Boko Haram, mais aussi fusillade en banlieue, kidnapping crypto. Et on va aussi plonger dans l'univers méconnu mais fascinant de la protection rapprochée. Donc, Cédric, si on repart au départ... Il est où le popcorn? Il joue le popcorn. Attends, c'est maintenant. Faut le faire péter. Tu décides de rejoindre l'armée à seulement 17 ans. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir t'engager si tôt? Moi, je m'engage parce que je viens d'une famille, en fait, militaire. Concrètement, j'ai mon grand-père qui était militaire, mon père qui était militaire. Donc, très rapidement, je baigne un peu dans le bain. À l'âge de 16 ans, je vois un reportage à la télé sur l'Afghanistan. Et du coup, en fait, ça me donne envie. Je me suis dit, ouais, ça, j'ai envie de le vivre. Je voyais l'action, 17 ans, déclic. Je décide de m'engager directement. Je pars sur une unité du 2e RIMA, 2e régiment d'infanterie de marine. Je sais qu'il y a une projection qui arrive sur l'Afghanistan. Et à 18 ans, du coup, je suis projeté en Afghanistan. Ok. Et donc, tu étais vraiment issu d'une famille qui déjà baignait dans ce milieu. Ton père bossait au GIGN, c'est ça? Il était gendarme mobile. Après, il est parti en antenne spécialisée. En fait, PSPG, c'est des groupes d'intervention sur les centrales nucléaires. Ok. Mon grand-père qui était en brigade motorisée. Ok, donc tu as toujours baigné dans ça. Et en plus de ça, ça ajoute le fameux documentaire à 16 ans. C'était quoi comme documentaire que tu as vu? C'était une enquête exclusive en fait sur le 3e RIMA en Afghanistan. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie. Là, je voyais pas mal d'actions. Je voyais aussi pas mal de blessés. Mais... Et t'as eu genre des enfants en entraînement spécial ou c'était pas l'ambiance? Ouais, bien sûr. Ouais. C'est vrai que... Bien sûr. Non, c'est vrai. Très jeune, à l'âge de 6 ans, mon père me faisait faire des tractions. Du coup, en fait, j'étais mis dans le bain. Ensuite, je suivais régulièrement les gendarmes qui allaient courir à l'extérieur à l'âge de 8 ans. Donc, très vite, en fait, j'ai suivi les entraînements commando, un petit peu pseudo-commando. C'est sympa. Ok. Et ton père était comment? Il était strict avec toi quand tu étais petit? Ouais, une bonne éducation militaire, quoi. Bonne éducation militaire. Et t'as des frères et sœurs? J'ai un frère jumeau, et ça c'est marrant. Il est parti dans la branche police. Donc, pareil, on reste un peu dans le même domaine, quoi. J'ai cru que t'allais dire il fait du ukulélé à Hawaï. Non. Laisse tomber les anecdotes qu'il doit y avoir à Noël au repas de famille. C'est vrai que c'est sympa. Ça doit balancer. Et donc, à 17 ans, tu t'engages dans l'armée. Tu es projeté sur ta première opération extérieure en Afghanistan. Est-ce que peut-être, avant de partir sur l'aspect opération extérieure, tu peux nous parler de la formation que tu reçois quand tu arrives dans l'armée et toi, ce que tu en as retiré? Je pars sur une formation de 6 mois initiale, en fait, basique. Combattant 0-0, c'est ce qu'on appelle grenadier voltigeur. Du coup, ensuite, on nous distribue des spécialités. Donc, moi, je suis lance-grenade individuelle, donc LGI, on appelle ça. Ah, génial. Je suis projeté sur une préparation Afghanistan. Et du coup, à l'issue, j'arrive à être accroché, parce que forcément, toutes les personnes qui finissaient leur classe ne partaient pas en Afghanistan. C'était exceptionnel. Okay. On a eu la moitié qui est partie, l'autre moitié qui est restée en base arrière. Ok. Et combien de temps après le début de ta formation, tu te retrouves projeté sur
Un an après, concrètement. Un an après. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'état d'esprit que tu avais à ce moment-là quand tu es arrivé en Afghanistan? Tu t'attendais à ce que ça allait être dur ou pas forcément? Alors, honnêtement, je m'attendais pas vraiment à ça. Je m'attendais plutôt à quelque chose d'extraordinaire, une belle aventure. J'arrive en Afghanistan, première impression, j'arrive sur une base américaine qui s'appelle Bagram, qu'ils ont créée, 30 000 militaires sur place, des Burger King, des KFC. Je suis en mode, mais wow, je suis où, quoi? Il y a des concessionnaires de voitures qui vendent des voitures sur la base. Incroyable. Donc, C'est une économie locale, quoi. ouais, franchement, c'est assez marrant, c'est assez amusant. Et on fait 3 jours de préparation avec une unité américaine qui nous montre quelles sont un petit peu les mines qu'on va pouvoir voir sur place, même si ça, on l'avait vu avant. Mais voilà, on est obligé de passer entre leurs mains, parce que voilà, on était sous le mandat OTAN. Et au bout de 3 jours, en fait, on part sur une base qui s'appelle Tora. Donc on part en hélicoptère Chinook. J'arrive de nuit, on se pose, et le lendemain matin, directement, on part sur une opération. Ok. Et toi, à ce moment-là, tu es dans quel état d'esprit? Est-ce que tu es hyper fier de pouvoir représenter la France et de te battre pour la France? Est-ce que tu as vraiment envie d'aller au combat? Tu es dans quel état Ouais, d'esprit? bien sûr, c'est une fierté. Hein. Si je m'engage, c'est par rapport à ça. C'est parce que, voilà, d'abord, c'est pour les couleurs de la France. Nous, forcément, on pense pas politique. On est plus dans l'action. On se dit, OK, la France, elle a besoin d'intervenir sur un théâtre d'opération extérieure. On y va et on réfléchit pas. Et on te dit, c'est pourquoi à ce moment-là que tu interviens? Il n'y a pas vraiment de raison pour nous. En fait, on nous explique pas, voilà, on est une unité constituée. On va combattre des terroristes. Et c'est tout. Ok. Donc D'ailleurs, Cédric, tu as 33 ans, tu disais aujourd'hui? Ouais. Donc ça, tu es en Afghanistan, tu as 18 ans, c'est Ouais. il y a plus de 14 ans, quoi. Exactement. À ce moment-là, l'armée française, elle était engagée du coup en Afghanistan avec les Américains, comme tu l'as dit. L'objectif, c'était de combattre les talibans qui étaient là-bas. Est-ce que tu peux nous raconter ce premier jour, quand tu arrives sur le théâtre d'opération, qu'est-ce qui se passe? On est déployé avec ma section. Premier jour, on est dans une zone, dans une vallée, en Surobie. Et je me rappellerai toujours, on est pris à partie par un sniper taliban qui, première balle qui part, en fait, il touche le bras d'un de mes potes, quoi. Directement. Et là, je me dis, OK, on est dans la réalité. On peut plus appuyer sur OK, on recommence le jeu. Non. Et là, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, en fait, tu as une peur en fait, qui arrive en toi que tu n'as jamais connue. Et c'est logique. Je me suis dit, je pense que voilà, c'est peut-être ma dernière heure aujourd'hui, quoi. Et c'est important, la peur, parce que la peur, en fait, elle te fait maintenir en vie. Et ça, c'est une réalité. Le jour où tu n'as plus peur, et ben, du coup, c'est là que en fait, tu es dans une routine. Et comme on dit souvent, la routine tue. Clairement. Et donc, ton pote se fait tirer dessus, comme Ouais. ça. Toi, ton premier réflexe, c'est de te mettre à couvert. Ouais, directement, forcément, on se met à couvert. On cherche à identifier la personne. Mon camarade, du coup, est extrait du champ de bataille. Il part dans des véhicules sanitaires. Ensuite, il sera soigné sur une base américaine, ça, il n'y a pas de souci. Mais ouais, moment assez difficile, moment assez inquiétant sur la première action, quoi. Ok. Et toi, Oussama, tu aurais pu t'engager militairement? Dans l'armée? Ouais. Jamais de la vie. Non? T'aimes Déjà, pas? ils n'auraient jamais voulu de moi. T'imagines? Franchement, je te verrais bien. Je serais arrivé le premier jour, ils m'auraient foutu dehors. Non, je crois pas que j'avais de bon caractère pour ça, quoi. Ouais. J'ai même pas fait ma journée d'appel à la défense, moi, c'est pour dire, hein. Ah oui. T'as réussi à la skipper? Bah, je l'ai skippé, j'y ai pas été. Ils m'ont convoqué 3 fois, puis j'ai arrêté. puis ça s'est arrêté là, tu vois. Moi, je pense que ça m'aurait plu. Mais toi, tu en rêvais, toi. J'en rêvais. Puis là, Moi, j'aurais adoré. Je voulais devenir pilote de chasse, c'était mon rêve depuis tout petit parce que ma mère travaillait chez Air France. Et j'avais passé les sélections et tout. J'avais fait même un stage sur la base aérienne de Mont-de-Marsan. Et j'avais adoré. Mais au final, je me suis orienté sur le business et j'ai focus sur ça. Mais je trouve que c'est dommage, même moi, qu'on n'ait pas de service militaire obligatoire en France. Les Suisses l'ont. T'es un malade, toi. Je trouve qu'on devrait avoir un service militaire obligatoire. Ouais, moi, je pense un peu comme toi. Je pense que ça Je vous aurais détesté, moi. Non. Je pense que ça met une bonne éducation, quoi. On formate les personnes là-bas et on sort quand même avec certaines valeurs, quoi. Je suis sûr que s'il y a autant de Suisses qui réussissent, c'est parce qu'il y a un service militaire.
J'en suis C'est sûr. pas parce qu'ils ont une économie libérale hyper favorable et un système d'éducation hors du commun. Ouais, Mais d'ailleurs, et l'éducation, leur service militaire est bien aussi parce que l'école fait bien son travail. Ouais. Le problème qu'on aurait en France, qu'on le veuille ou non, c'est que tu demanderais à l'armée de faire le travail de l'école et tu lui demandes de le faire 14 ans trop tard, quoi. Tu taperais des mecs insupportables. En plus, ces pauvres militaires qui devraient faire la garderie toute la journée. Parce qu'on n'arrête pas de parler du service militaire, mais enfin, pour connaître quelques anciens qui ont fait le service militaire, ils te racontent tous que c'était un enfer pour les vrais militaires. Ouais, j'ai C'était entendu. une punition. T'étais Ouais, mais envoyé, ils en gardent un bon souvenir, les anciens. Non, les quand gens même. qui l'ont fait, oui, Ouais. mais pas les gens qui ont Mais les anciens, supervisé. on ouais. garde un bon souvenir quand même. Ouais. Et là, apparemment, ils voudraient le remettre en place, potentiellement. Bah ouais, l'économie Macron, guerre. Macron, il sait plus quoi faire pour rester au pouvoir. Il s'est dit que la guerre avec la Russie, c'était la bonne chose à faire. Donc, On va voir hein, ce que ça va donner. Mais si on revient sur ce qui s'est passé en Afghanistan, du coup, tu as cette première journée qui est ultra traumatisante parce qu'en fait, tu as un pote à toi qui est blessé directement au bras. On partait sur 25 jours de terrain d'affilée, donc on poursuit la mission. On est dedans, on est à fond. Et une autre anecdote marquante que j'ai pu avoir, c'est, je me rappelle, une fois, on faisait une escorte de convoi sur un convoi humanitaire. Il faisait vraiment froid vu que je suis arrivé sur la période de décembre. Donc on commence à distribuer des couvertures et puis on profite en fait de distribuer des cerfs-volants et des rouges aux ongles pour les petites filles. Donc il y a une action humanitaire qui est faite, c'est pas nous qui distribuons, mais voilà, on protège le convoi qui distribue ça. Tout se passe bien, le convoi humanitaire s'extrait rapidement, ils ont distribué tout ce qu'il fallait. Et le lendemain, du coup, il y a le chef du village en fait, qui vient nous voir et qui nous dit que les talibans, en fait, dans la nuit, sont descendus, ont été checker toutes les maisons, et toutes les maisons où les petites filles avaient mis du rouge aux ongles, ils leur ont coupé les mains. Du coup, ils avaient mis ça sur la place publique pour bien comprendre en fait que c'était pas bien. Forcément, on est un peu démunis, on est en mode qu'est-ce qui se passe quoi. Clairement, on comprend pas quoi. Et du coup, le chef du village qui est un peu perdu. Donc là, on voit la réalité de la chose quoi. Incroyable. Et les civils, quand ils vous voient intervenir, c'est quoi leur réaction? Ils sont sympathiques, ils sont contents de vous voir, ils sont méfiants? On avait un peu des deux. On avait des personnes qui étaient un peu méfiantes et d'autres qui étaient vraiment en mode c'est super, ils sont là pour nous libérer, ils nous faisaient à manger. Moi, je me rappelle, hein, ils nous faisaient du pain, ils nous faisaient des grosses marmites de riz et puis on mangeait avec eux. Voilà. On partageait des sacrés moments, quoi. Ok. Et du coup, ce qu'on faisait, en fait, c'est chaque soir, en fait, on dormait chez l'habitant. C'est-à-dire qu'on demandait à la famille, en fait, de quitter les lieux. On montait sur les toits la nuit et du coup, en fait, on gagnait du terrain comme ça. Forcément, on leur donnait de l'argent aux familles. Il y a une cellule, en fait, de l'armée. On appelle ça les CIMIC qui dédommagent, en fait, le déménagement des personnes, quoi. Je pense qu'on a du mal à se représenter exactement comment tu as vécu ces opérations. Mais quand tu es sur un théâtre d'opérations extérieures comme ça, concrètement, comment ça se passe, les combats? Est-ce que tu vois l'ennemi? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a de la confusion entre les civils et les ennemis? Comment tu te débrouilles? Alors ouais, parce qu'on est sur une guérilla, donc il n'y a pas d'uniforme en face. On n'est pas comme en 39-45 où il y a deux uniformes. Non, du tout. Ils se confondent en fait dans la population. Donc c'est vraiment pas évident. Ça veut dire qu'au bout d'une heure, directement, il y a un coup de Kalachnikov qui part, quoi. En fait, il est habillé comme les autres. Donc c'est vraiment compliqué. C'est pour ça qu'on appelle ça une guérilla et non une guerre. Ok. Donc tu as vécu ces deux expériences très traumatisantes. t'es resté combien de temps en Afghanistan? 7 mois. Voilà. 7 mois. Et tous les jours, tu es déployé pour aller Ouais, combattre? tous les jours, ouais, bien sûr. Et par pure curiosité, parce que tu viens d'une famille militaire, ils étaient contents que tu partes en opération aussi jeune? Parce que c'est quand même tôt pour partir. Ma mère était T'étais un très inquiète. T'es un peu rebelle, non? Je sais pas si j'étais rebelle, j'avais cette envie aussi de servir mon pays, quoi. Donc, Ouais. après, j'avais du caractère, c'est sûr. Mais j'avais cette envie de servir mon pays. Donc, forcément, ouais, ma mère très inquiète. Mon père très fier, mais à la fois inquiet, parce qu'en fait, on a eu le mandat où il y a eu le plus de morts en Afghanistan, en 2011. Mort français ou Ouais, mort- mort français. C'était Donc, l'hécatombe, moi je me souviens. ouais, pas évident. Beaucoup de blessés. Et du coup, à chaque fois, en fait, que ça passait sur les infos, c'était un militaire blessé, un militaire mort. Mais en fait, on n'avait pas le prénom et le nom directement, quoi. Donc, à chaque fois, c'était une angoisse pour eux, quoi. Ouais, ça doit être super dur. D'ailleurs, 28 jours, c'est 28 jours comme off.
T'as aucune communication, t'as aucune... Ah non, bah, bien sûr. Ouais, bien sûr. Moi, je me rappelle, on avait, quand on rentrait en fait, de nos 25-28 jours de terrain, on avait une cabine téléphonique pour pouvoir appeler nos familles. Donc, on nous donnait une petite carte à l'ancienne, quoi. C'était assez marrant. Parce que forcément, les communications sont surveillées. Et on avait droit à, je me rappelle ce qui était incroyable, hein, 1 heure. Mais 1 heure, ça passe tellement vite. Bah oui. Ça passe tellement vite parce qu'en fait, on veut appeler tout le monde. Mais du coup, ça fait un mois qu'on n'a pas de nouvelles. Donc, quand ça répond pas, bah, les minutes défilent, quoi. On se dit, oh mince, c'est dommage, quoi. Et puis, on pourra pas le rappeler. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu frustrant, mais voilà, c'est quand même assez bien de pouvoir appeler au moins 1 fois par mois sa famille, quoi. Et t'avais une copine à ce moment-là Ouais, à l'époque, 18 ouais. ans. Et elle était en France, du coup, elle, et vous échangez pareil à distance? Ouais, elle était en France, et du coup, bah, on échangeait. Non, c'était très compliqué, en fait, d'échanger. Non, mais s'il le faut, il a rencontré une femme en Afghanistan. C'est pas... Non, du tout. Du tout, ouais, c'était pas évident d'échanger, mais du coup, ouais, pendant 7 mois, t'as très peu de nouvelles. Hein, ça fait, en gros, 7 fois des nouvelles sur 7 mois, quoi. Ok. Moi, je me pose une question. Quand tu pars combattre comme ça sur un théâtre et que tu mets ta vie en danger pour ton pays, et que l'issue de la guerre n'est pas forcément favorable, c'est quoi ton ressenti? Parce qu'en Afghanistan, la théorie qu'il y a, c'est que les Américains et les Français aussi ont perdu la guerre face aux talibans, puisqu'aujourd'hui c'est le régime taliban qui est installé. Toi, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Alors, premièrement, on ne l'a pas perdu pour moi. Deuxièmement, c'est politique. Si on a décidé de se retirer de l'Afghanistan, on aurait pu continuer. Au bout d'un moment, après, il y a des institutions en fait, qui décident. Nous, on est des pions, hein, concrètement. Moi, je ne suis pas dans le jugement. Je ne suis pas, OK, est-ce que mon travail, il était efficace? Non. J'ai fait ce que j'avais à faire. On m'a demandé une mission, je l'ai remplie, terminé. On passe à autre chose. Ok. Donc, tu as vraiment le sentiment d'avoir fait ce qu'il y avait à faire. Exactement. Et tu n'as pas de regret par rapport à ça? Non, du tout. Excuse-moi, t'es resté longtemps dans l'armée? 10 ans. 10 ans. Ouais. Donc, tu es resté 18 à 28 ans, en fait. Ouais. Et donc, de 18 à 28 ans, tu étais opérationnel Oui, bien sûr, j'étais en unité combattante. J'étais chef de groupe. J'avais mon groupe que je dirigeais au combat. Et quand on part d'un milieu aussi cadré, où ta vie entière est aussi organisée, tu rentres dans la vie civile après? Je décide de basculer en police. Ouais. Donc, pas évident, quoi. Ouais. Vraiment pas évident. Ouais, parce que j'imagine, d'un seul coup, il y a déjà que tu puisses téléphoner tous les jours, ça doit faire bizarre. Tu te dis, putain, il me casse les couilles, l'autre là m'appeler. Bah, c'est surtout, en fait, quand tu rentres d'Afghanistan de 7 mois et que tu rebascules sur une vie civile, en fait, normale. Je me rappelle, ma première réaction, c'est que je voulais parler à personne. Ouais. Parce que la première réaction que les gens ils ont, salut, ça va, c'était comment? Ah bah oui, t'as tué combien de personnes? C'est toujours la même question, quoi. Casse-couilles, les gens, ouais. Ouais, t'as pas envie de leur répondre parce que forcément, t'as connu des choses qui t'ont marqué et t'as pas envie de leur dire, ah bah putain, j'en ai tué 22, tu verrais, c'était incroyable. Non, voilà. Donc on répond pas à ce genre de questions, on est plutôt humble et puis on est quand même traumatisé. C'est une réalité, voilà. On sort tous avec au minimum un syndrome post-traumatique. Et voilà, qu'on veuille se le dire ou non, voilà, il y a toujours le syndrome post-traumatique qui sera là. Moi, je me rappelle, hein, quand j'ai repris ma voiture, le premier truc que j'ai fait, en fait, quand tu arrives en Afghanistan, tu as une procédure. Quand tu sors du véhicule, on appelle ça le 5-25. Ça veut dire que quand tu ouvres une portière du véhicule, tu regardes à 5 mètres autour avant de sortir, pour voir en fait s'il n'y a pas une mine. Une fois que tu as fait ce cheminement, tu vas aller autour de ton véhicule et tu vas faire comme un escargot, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Une fois qu'il y en a un qui a fait ça, le groupe sort. Une fois que le groupe sort, on fait le deuxième cercle, jusqu'à 25 mètres. Et une fois que ce cercle est fait, là, on sait que la zone est claire. Et qu'on peut quand même aller au niveau du véhicule sur 25 mètres. Et je me rappellerai, hein, franchement, j'arrive sur une grande surface, j'ouvre la portière de ma voiture. Comment ça tourne autour de la voiture? Le premier truc que je fais, c'est que je regarde s'il n'y a rien en dessous de la voiture. En fait, c'est un automatisme. Ouais. Voilà. En fait, ça, voilà, c'est pas normal hein, ce genre de réaction, mais. T'as été suivi par un médecin quand t'es rentré en France ou? Ouais, on est suivi vu qu'on fait quand même 3 jours de sas de décompression à Chypre. Donc du coup, on est suivi par des psychologues et des psychiatres. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas si c'était vraiment une bonne idée. Concrètement, en fait, on voulait juste retrouver nos familles. On n'avait pas forcément envie d'être avec des médecins. Eux, ils pensent que c'est efficace. Ils ont peut-être le recul nécessaire. Moi, j'aurais préféré être avec ma famille. Donc après, je respecte quoi. Je comprends.
Et donc, après ce retour en France, tu vas rester combien de temps en France et ça ressemble à quoi ton quotidien à ce moment-là? Je pars sur une semaine de permission directement. C'est vrai, on n'a pas beaucoup de permissions quand on est militaire. C'est quoi une permission? Permission, c'est des vacances. Ok, Voilà, c'est le terme militaire. ok, d'accord. On est en permission. Et ensuite, au bout d'un mois, directement, on repart sur de l'entraînement pour se projeter pour d'autres missions. Directement après. Ouais, directement. C'est le quotidien d'un militaire. Ok. Entraînement, mission, entraînement, mission. Et après, quand tu es passé dans la police, tu es resté combien de temps dans la police? 4 ans. 4 ans. Et là, le quotidien doit être... ça doit être complètement différent, non? Ouais, c'est sympa, la police, j'ai bien aimé, quoi. C'était... parce que du coup, moi, je suis pas parti sur une police nationale, étrangement, vu que quand je quitte l'armée, en fait, on vient un peu me chercher, on me dit... Cédric, j'ai quelque chose à te proposer, c'est une police municipale dans le 93. Moi, je viens de Bretagne, je viens de Normandie. Je me dis, attends, la police municipale, je la connais, quoi. Hors de question que je fasse ça, quoi. Je porterai jamais l'uniforme. C'était des mecs qui étaient au marché, qui, bon, voilà. Je les respecte, hein, il en faut. Il en faut, et je les remercie d'être là. Mais du coup, je suis pas en fait dans cette optique, quoi. Il me dit, vas-y, viens et tout, je te les présente, on va voir et tout. Là, j'arrive, et là, du coup, je tombe sur une armée de mercenaires. Tous des anciens militaires, anciens légionnaires, anciens gendarmes, anciens policiers. En fait, les mairies mettent les moyens. Et là, je suis... Waouh. Ils sont tous en noir, avec des tours de cou, des Ford Ranger V6 200 chevaux, Glock 17, Taser, Flashball. Du coup, je suis un peu impressionné parce que je me dis, c'est quoi ça? Je pense à leur poser des questions. Ils me disent, ouais, on est une quarantaine d'agents à la nuit. Nous, notre boulot, bah, c'est que ça se passe bien dans le quartier, quoi. Je suis en mode, ah ouais. Et du coup, il me dit, ouais, on fait en moyenne 70 interpellations par mois. Du coup, je suis en mode, ah ok, ouais, ça a l'air sympa. Et du coup, je bascule directement. J'ai pas besoin forcément de passer le concours parce que voilà, j'ai les diplômes militaires qui vont avec. Je pars juste sur une formation de policier sur, c'était 6 mois. Et une fois que j'ai fait mes 6 mois, après, j'intègre la brigade de nuit. On a skippé un passage parce qu'il a fait une première opération militaire du coup en Afghanistan et après ça tu as été redéployé sur une mission donc pour l'opération Serval au Sahel. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le contexte de cette opération? Je pars sur le Tchad. On a envoyé là-bas pour sécuriser une zone où Boko Haram commence à s'attaquer aux civils, clairement chrétiens qui n'hésitent pas à tuer. Il les grille au barbecue et il les mange. C'est une sorte de fierté pour eux. Mais ça, c'est vrai? Ça, c'est... Ouais, bien sûr. Genre, tu l'as vu, toi? On voit pas, ils sont pas là, ils vont se mettre à table, ok, on voit les assiettes. Non, on le voit pas. Ouais. Mais en fait, on le sait parce que les villageois nous racontent en fait qu'au quotidien, dès qu'ils viennent, ils les massacrent, ils les mettent au barbecue, ils n'hésitent pas à les manger, quoi. Et on est en quelle année? On est le Tchad, il me semble que je suis en 2016. Je suis déployé avant sur d'autres missions. C'est pas cette année-là où il y a 2 membres des forces spéciaux qui meurent dans un sauvetage au Mali? Je sais plus du tout exactement. Il y en a eu tellement. Donc, ouais, assez traumatisant quand même. C'est quand même. Voilà, je me dis, on est sur du cannibalisme quand même, quoi. Ouais. On est en 2016, quoi. Ça me paraît surréel, je te jure. Le cannibalisme, ça a été très courant dans l'histoire de l'humanité. Hein, dès que t'es un peu. Et puis, je vis aussi un gros attentat qui est sur le marché au Tchad, où là, on a 200 blessés graves au niveau des civils. Et du coup, vu que nous, en fait, on a des formations au niveau des auxiliaires sanitaires, on est déployé sur place pour aller, entre parenthèses, soigner les civils, quoi. Okay. Mais c'est hallucinant parce que le mec se fait sauter. Donc, il a une ceinture d'explosifs et il est rempli de boulons. Donc, ça veut dire que quand il se fait sauter, tous les boulons, en fait, transpercent chaque personne, quoi. Donc, autant que ce soit les enfants, que les femmes, que les personnes âgées. Donc, pareil, là, on intervient assez rapidement. Et du coup, tous les jours qui suivent, en fait, on est présent. Alors, pour eux, ils nous prennent pour des médecins. Vu que moi, j'arrive, voilà, on fait les gestes qu'on peut. Mais pour eux, voilà, on est Dieu, quoi. Et on voit la détresse, en fait, qu'ils ont dans leurs yeux, quoi. Ouais. Et tu sais pourquoi est-ce que ces groupes armés terroristes essaient de s'installer sur certaines régions? Ouais, c'est ni plus ni moins que de l'idéologie. Ni plus ni moins. C'est eux, ils croient en une certaine religion. Ils pensent que les autres, en fait, sont dans le faux. Et du coup, voilà, là, on parle juste de religion, quoi. Ok. Et t'as du coup
Une autre anecdote à nous raconter, c'est celle du pilote espagnol. Tu peux nous raconter? C'est assez marrant parce que du coup, on est sur le Tchad et on a pour mission en fait d'escorter une bonne sœur qui part sur le Niger. Donc ok, la bonne sœur, du coup, je la prends en charge avec ma section. Du coup, tout se passe bien. On lui explique du coup qu'on va voler avec des casas et des avions militaires. Et du coup, c'est des pilotes espagnols en fait qui vont nous transporter. Et du coup, j'ai mes mecs qui me disent ah, hier soir, on était à la Popote. La Popote, voilà, c'est l'endroit où on se détend, où est-ce qu'il peut y avoir une télé, des canapés, et on passe un bon moment. Et ils me disent, les pilotes espagnols, ils ont quand même fini tard hier. Je dis ok, ils ont fini tard, c'est-à-dire ils ont bu quelques canettes. Je suis en mode ok, il n'y a pas de souci. Donc voilà. On grimpe dans l'avion, tout le monde est attaché. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un avion d'Air France. Hein. On est tous face à face, avec des ceintures rouges, et puis voilà, il n'y a pas de confort. Hein. C'est les sièges rudimentaires. Le mec part, tout se passe bien. Concrètement, pendant 10 minutes, il reste à 100 mètres du sol. Et il est là, avec un avion quand même qui fait plusieurs tonnes. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, le mec ? Et au bout d'un moment, on commence à gueuler, on dit voilà, c'est pas sérieux. Quoi. Et les mecs rigolent entre eux, parce qu'il n'y a pas de cockpit, hein, directement, c'est pas fermé. On voit le cockpit. Et les mecs, en fait, je pense qu'ils ont bu un petit peu, quoi. Et ils décident, en fait, d'envoyer la sauce, et là, ils montent à la verticale, le mec. Et là, il monte, et là, je vois la bonne sœur là, en face de moi, et là, ça grippe, environ 60 ans, elle commence à prier. Et c'est assez marrant, quoi. Et là, on sent une odeur de merde qui arrive. En fait, elle s'est chiée dessus. Quoi. Et là, en fait, elle est dans tous ses états. Putain. Et nous, on est en mode... Bah, on rigole, mais on rigole pas trop, parce que du coup, le mec, chaud. Il se fait plaisir. Ouais. Il continue à monter. Et au bout d'un moment, il décide de couper les moteurs et il descend à la verticale. Oh, putain, c'est pas vrai. Et il rallume les moteurs au dernier moment et il renvoie. Et du coup, on était avec 2 avions et du coup, il se passait par-dessus. Et le vol horrible, quoi. Mais c'est à se faire virer, un truc pareil. Ouais. Pilote espagnol, professionnel, les mecs. Hein. Ils étaient bons. Ouais. Ils étaient bons. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, la bonne sœur, ici ? Je sais pas, on avait pour mission de l'escorter pour aller sûrement d'une église à une autre, et okay. C'est pour ça qu'elle voulait aller sur le Niger. Putain, la pauvre. On lui demandait pas. Elle s'en souvient, elle. Je pense, ouais. Moi, j'ai encore les vidéos. Franchement, c'est vraiment sympa. Donc, à l'époque, on avait des GoPro, ça commençait. Et ouais, j'ai cette vidéo, elle est vraiment sympa. T'as filmé tes combats sur GoPro ? Ouais. Ok. Et tu les re-regardes parfois ? Non. Je peux plus regarder de reportages de l'armée, je peux plus tout ça, j'évite. Ok. Ça me met un peu mal à l'aise et je suis pas forcément à l'aise avec ça. C'est vrai que si je commence à regarder des films de guerre, du coup le soir après je dors un peu mal, je suis pas forcément à l'aise. Tu sens que même aujourd'hui, du coup, tu as du stress post-traumatique qui est lié à tout ce que tu as vécu ? Aujourd'hui, non, je pense que ça se passe mieux. Vraiment, je dors bien, je suis serein. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, je me levais la nuit, je cherchais une arme. Voilà, c'est le syndrome post-traumatique, hein, c'est un petit peu logique. Et ça, tu as des événements, tu penses, qui sont à l'origine de ça, particuliers ? Ouais, bien sûr, tu as des événements choquants. Donc, le syndrome post-traumatique, en fait, il se déclenche quand... Par exemple, ça peut être une odeur. Quand tu as une odeur de sang que tu as vue sur le terrain, ouais. Bah, du coup, tu la ressens une nouvelle fois. Directement, ça te refait un choc. Okay. Et là, tu penses à ce moment. Quoi. Ok. C'est incroyable. Et donc, sur cette opération Serval, tu as aussi une anecdote où tu es avec l'armée nigérienne, c'est ça ? Ouais. Et là, il y a une sorte de course-poursuite intense. On a pour mission de poursuivre les groupes armés terroristes qui sont dans le désert. Sur toute la bande du Sahel. Ils descendent du Niger, ils vont sur le Mali pour rapprovisionner en armement. Et directement,
nous, on essaie d'intercepter en fait ces convois, ces pick-up. Et donc, on arrive à intercepter plusieurs pick-up au cours de la mission. Et je me rappellerai, il y a des combats qui sont à 400-500 mètres de notre position avec l'armée nigérienne contre du coup le groupe armé terroriste. Et donc nous, dans notre zone assez calme, et au bout de 20 minutes, en fait, le chef de l'armée nigérienne arrive et puis il est super content, il fête la victoire. Puis on lui dit, ouais, vous avez perdu combien d'hommes? On a perdu 100, une centaine d'hommes. Nous, on est en mode choqué, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le bordel, quoi? Ils sont heureux, quoi. Ils sont en mode, on a gagné la guerre. Nous, on essaie de comprendre, en fait, comment ça se fait que vous avez perdu 100 soldats. Le souci, c'est que cette armée, en fait, jamais elle ne pose un genou au sol. Ils combattent debout. Donc forcément, en fait, c'est des cibles. Ça veut dire que nous, lorsqu'on va combattre, on va se déplacer, se poster, voilà, directement. Et pourquoi ils font ça? Parce que c'est pour leur honneur. Oh là là. C'est des cibles humaines, en fait. C'est super facile à taper, quoi. Ouais, de toute façon, ouais. Parce que Et on partage tous la même planète. Hein. Parce que pour eux, en fait, mettre les deux genoux au sol, voilà, c'est juste pour prier. C'est un peu compliqué quand même, hein, de partager une planète avec des gens qui... Bah, je pense que la réalité est tellement différente, on a du mal à se projeter, quoi. Quand tu le vis, tu vois, il l'explique, tu ressors pas indemne de ça. Et moi, quand j'entends ces anecdotes, je me dis, il y a vraiment deux mondes qui sont parallèles, et tu peux pas te mettre dans la tête de quelqu'un qui vit dans un monde complètement différent du tien. Je pense que les codes sont pas du tout les mêmes. Et peut-être que l'honneur a une certaine valeur, tu vois, quand tu es dans un environnement comme ça. Et que c'est pour ça qu'il y en a qui... Ouais, l'honneur prime chez eux. Toi, t'as déjà été impacté par la guerre aussi. Ouais, c'est mon enfance, puis il y a eu la guerre en Ukraine pour mon amoureuse, et puis ouais, puis Kinshasa, 91. Alors moi j'ai eu choc post-traumatique enfant, ce qui de l'âge de 3 à 8 ans, j'avais des cauchemars qui me produisaient. Mon oreille devenait toute rouge. Et ça me faisait une douleur, tu sais, genre hyper aiguë, et personne n'arrivait à comprendre ce que j'avais. Donc on a été voir des ORL et tout, mais en fait c'était le traumatisme du départ de Kinshasa quand j'étais petit. Mais après, moi j'avoue que j'ai été... c'est un peu chelou de dire ça, mais j'ai été soigné par une guérisseuse. Ok. C'est pas chelou. Donc, Moi, ça me choque pas. non, mais j'avais des plaques d'eczéma et tout. Ma mère en a eu marre. On a vu tous les médecins du monde. Puis à 8 ans, elle m'a dit, écoute, on va arrêter les conneries. On va aller voir une sorcière. Je sais pas trop ce qu'elle m'a fait. J'ai un souvenir assez vague de tout ça. Mais la seule chose que je sais, c'est que j'ai plus de plaques d'eczéma de ma vie et j'ai plus de mauvaises nuits et je dors comme un bébé depuis. Et c'est vrai que j'ai plus trop de souvenirs là-dessus. Et par contre, ça m'a donné un rapport à la vie extrêmement léger, quoi, par contre. C'est vrai que j'ai du mal à considérer que les problèmes sont des vrais problèmes, quoi. Genre, quand je vois les problèmes que ma mère qui vit la guerre jusqu'à aujourd'hui, tu vois, sa maison a été détruite il y a 1 an par les bombardements israéliens. C'est complètement fou de te dire, le matin, tu as une maison, le soir, tu n'as plus de maison. On vient d'un village qui s'appelle Mess El Jabel. Ça veut dire littéralement en arabe les gens de la montagne. La montagne est devenue une plaine. Tu vois, moi, j'avais envie de faire la blague, il va falloir changer de nom du village, j'ai pas osé encore. On va attendre. Mais tu vois, c'est humour noir. Ma mère, ça l'a fait rire, tu vois, alors que c'est la première. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça que je peux pas supporter les woke et les donneurs de leçons. Moi, s'il y a vraiment une population qui me ressort par les yeux, c'est les gens qui prennent parti pour des conflits sur lesquels ils n'ont aucun skin in the game. Aucun skin in the game. Ils sont là à donner des leçons sur qui est les gentils, qui est les méchants, mais ils ne savent rien. Ils savent pas ce que c'est de se prendre une bombe sur la gueule, ils savent pas ce que c'est de perdre sa famille, ils savent pas ce que c'est d'avoir des gens morts dans leur famille, d'avoir des gens exécutés. Et ils viennent te parler comme si t'étais... Alors que quand tu vis ces trucs-là, etc., soit... De toute façon, il n'y a que 2 choix. Soit tu sombres dans la haine de l'ennemi, parce que tu qualifies l'ennemi et donc ça devient ton obsession. Soit tu deviens très relativiste. Tu te dis, bon, de toute façon, c'est tous manipulés par des politiciens des 2 côtés. Il n'y a quand même pas beaucoup de gagnants, il y a beaucoup de perdants.
Et tu vois, la région Moyen-Orient est une grande région de perdants, quoi, en fait. Tout le monde... C'est pour ça que j'aime beaucoup les Émirats et leur posture. Tu vois, on leur a beaucoup voulu de soutenir Israël, et on leur a beaucoup voulu de soutenir les Palestiniens et Israël à la fois en mode ils sont hypocrites. Mais moi, je les trouve très justes, en fait. Je trouve qu'ils ont raison. Il n'y a pas de gagnant, en fait. Il n'y a que des perdants. Il n'y a que des perdants de tous les côtés, en fait. Et c'est vrai que on vit dans un monde où la géopolitique, bah, c'est réel, la politique, les gens par idéologie, il y a des gagnants, il y a des méchants, il y a des perdants. C'est un peu fatigant tout ça, en fait. Moi, ça m'épuise. Et tout ça est aussi entretenu par le fait que des gens qui n'ont rien à foutre dans ces conflits en parlent beaucoup, en fait. Parce que tu peux pas vraiment avoir de solution tant que tout le monde a une sorte d'intérêt idéologique à savoir qui est le gagnant, qui est le perdant, qui est le méchant, qui est le gentil. Je pense que donc, ça crée des trucs un peu bizarres, je trouve. Tu penses qu'il faudrait que les médias en parlent moins, du coup ? De toute façon, les médias, c'est on l'a vu pendant la guerre en Ukraine, les Ukrainiens, c'était les gentils et les Russes, c'était les méchants. Ouais. Ce qui était, d'après moi, sans doute pas très faux, mais donc c'était la narrative média. Trump vient, change un peu d'avis là-dessus. D'un seul coup, les médias deviennent hyper, tu vois, complexes et objectifs. La vérité, c'est que ce qu'on ne veut pas admettre, et ce que je pense que c'est super, super dur à admettre, c'est que dans l'univers, il n'y a que des rapports de force. Il y a des forts et des faibles. C'est une réalité. Autour d'une table, il y a quelqu'un de fort, il y a quelqu'un de faible. Tu peux être le... Souvent, je rigole de ça parce que j'étais récemment à un espèce de truc, j'étais invité par des gens très, très à gauche qui avaient des idées extrêmement précises sur le monde. Et ils ont invité à un débat un mec qui vient et un peu dans ta carrure x4. Et donc le mec, ouais, vraiment, mais un Golgoth, quoi. Donc 400 kilos. Ouais, bon, peut-être pas, mais peut-être x2. Là, tu vas piquer. Là. Non, mais vraiment, il était très grand, il faisait 2 mètres, je sais pas combien de mesures, mais il y avait un côté. Et il s'assoit, et d'un seul coup, j'ai vu à la table tout le monde qui est devenu droite. Non, mais oui, non, mais c'est vrai. L'immigration, il y a quand même une question. Et en fait, cette dynamique, elle m'a rappelé une réalité, c'est qu'en fait, cette métaphore, elle existe au niveau des États, elle existe au niveau des entreprises, etc. Donc, le rapport de force est réel. Et l'éducation qu'on a en rapport de force, elle est terrible. Parce qu'on ne peut plus regarder un enfant dans les yeux et lui dire, tu sais, il y a des forts et des faibles. L'histoire, elle est écrite par les forts. On peut plus. On parle de justice, on parle d'équilibre, on parle de valeurs dont on n'a pas eu les moyens de défendre. Et en plus de valeurs dont on a nous-mêmes, Occident, été très faible vis-à-vis de ça. Je veux dire, l'Occident qui aurait dû montrer la voie sur ces valeurs a fait n'importe quoi. Donc les mecs en face, ils se disent, bon, écoute, viens pas me donner des leçons, hein, t'étais fort, on était faible, maintenant on est en train de devenir fort, donc ferme ta gueule. Et comme moi, je pense que quand on refuse le réel nous revient dans la gueule. Et il y a un vrai refus du réel. Et je sais que ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les forts faire n'importe quoi, mais si tu veux, à un moment, donner ta version à la table, il faut être fort. Et tu penses que la force, c'est purement physique ? C'est un mélange de tout. Il y a un mélange. Ça dépend à quel niveau tu te places, en fait. Par exemple, et c'est là où c'est des rapports très complexes. Il y a des gens qui ne sont pas forts physiquement, mais on sait ce qu'ils représentent, on sait les moyens qu'ils ont. Je peux te raconter une anecdote marrante que j'ai vécue qui me fait beaucoup, beaucoup réfléchir. À The Family, on organisait tous les ans un summer camp avec tous les entrepreneurs. Et on allait à la campagne quelque part. Et tous les ans, tu prends 100 entrepreneurs, tu les concentres dans un endroit, il y a un problème terrible qui arrive. C'était systématique. Genre. Et la première année, il y avait un mec assez successful, un peu plus vieux, qui arrêtait pas de faire le con. Son truc, c'était de faire le con. Tu sais, il y a des gens comme ça, ils ont des traits d'identité, ils ont envie de les exprimer en permanence. On était à Hier, ça se dit Hier, ouais, Hier. On était à Hier, on était dans une boîte de nuit minable, tu vois. Et le mec, il fait le con et il va
parlait à une meuf qui était assise à côté d'un mec qui avait l'air d'être un dealer, tu vois, local, quoi. Tu vois, c'était un peu la caricature, ça se sentait, quoi. Si t'es pas trop con, tu lis la pièce. Bon, lui, évidemment, il est complètement con. En plus, il est bourré. Et donc, il y va, il essaie dans sa pièce. Et là, le mec qui était assis à côté de la meuf, il fait un truc qui, moi, m'a terrifié. Il se lève et il s'énerve pas. Et il pose juste sa main sur le mec, comme ça. Et il lui dit, écoute, va vivre ta soirée avec tes amis. Laisse-nous tranquille. Et juste, il pose la main, tu sais, vraiment comme ça, quoi. Moi, je vois ça. Je chope le mec. Je dis, viens là, toi. Je dis, tu ne retournes pas là-bas. Tu vas te faire buter. Ces gens-là, quand ils sont aussi calmes, ils sont vraiment dangereux, tu vois. Le mec, il dit ouais, d'accord. Je sais pas, 15 minutes plus tard, je tourne la tête et je vois juste une scène. Le mec qui se lève, attrape la bouteille de vodka, prend la tête du mec et lui explose la bouteille sur le visage. Le mec a passé 6 mois à l'hôpital, du verre partout et tout. Le mec très tranquille, est sorti, il a checké les videurs, il est parti. La police est arrivée, les videurs ont dit on est vraiment désolé, aujourd'hui les caméras ne marchent pas. Incroyable. Et vraiment, tu vois, et donc, tu vois, ce mec, de toute évidence, il n'était pas très fort physiquement, mais je suis sûr qu'il a plein d'amis, plein de contacts, plein de machins. Donc, la force, elle peut s'exprimer de plein de façons différentes. Et il y a des gens qui, à un moment donné, se sentent un peu au-dessus de l'eau. Si le mec qui était en face n'avait pas été un Belge dont tout le monde s'en foutait, mais quelqu'un d'important en France, bah, d'un seul coup, le rapport de force aurait pu se tourner. Et le rapport de force ultime, dans tout pays, c'est l'État. La force ultime, dans tout pays, c'est l'État. Et quand l'État prétend qu'elle n'arrive pas à arrêter un groupe de trafiquants ou de terroristes ou de machin, ce qu'elle nous dit, c'est « j'ai pas envie ». Parce qu'en fait, un État qui a envie, par définition, peut tout faire. Je veux dire, le mec du Salvador nous a prouvé que c'était quand même pas compliqué de passer du pays le plus dangereux d'Amérique du Sud au moins dangereux d'Amérique du Sud. En 4 ans ? Ouais, 4 ans, c'est incroyable ce qu'il a fait. C'est 4 ans, c'est ça ? Ouais. Mais est-ce que c'est si incroyable que ça, finalement ? Il a juste voulu. Et c'est là où, en fait... Il s'est donné les moyens. Ouais, il s'est donné les moyens. Et donc, tu vois, en fait, le problème, c'est que, pareil, nous, on n'arrête pas de raconter aux gens que, bah, on n'a pas de moyens, on n'est pas capable, ces groupes armés, je sais pas quoi, on parle beaucoup des trafiquants de drogue en France. Mais c'est parce que on veut pas aller derrière qui sont vraiment ces gens-là, à qui ça profite, machin. Et donc, on fait semblant que le rapport de force n'est pas en notre faveur. Mais les rapports de force sont réels, les rapports de force sont multimodales, il n'y a pas que la force physique, évidemment. Et ils sont terribles. Et d'ailleurs, on est en train de rentrer dans des nouveaux rapports de force. D'ailleurs, j'en suis l'exemple vivant. D'un côté, il y a un système qui est la presse, et de l'autre, il y a mes followers. C'est un rapport de force. C'est rien d'autre. La raison pour laquelle je survis, c'est parce que leur force à eux, elle est en train de descendre, et ma force à moi, elle est en train de monter. C'est pas parce qu'ils ont raison ou tort. Si les gens sont assez naïfs pour croire que dans la vie, on gagne parce qu'on a raison par la justice, bah, si tu es entrepreneur, tu as intérêt de t'enlever cette idée de la tête très, très, très vite. Il y a un moment, il y a des gens qui te veulent mort, métaphoriquement, évidemment. Je pense pas que... Bon, j'espère pas. J'espère pas, mais en tout cas, il y a des gens qui te veulent mort métaphoriquement, puis toi, tu veux vivre, et donc, il y a un moment, ça ne passe que par le rapport de force. Mais tu vois, ce rapport de force et cette guerre, tu peux le voir avec moi, elle est très, très réelle, quoi. Ouais, et pour revenir sur les rapports de force, j'ai l'impression qu'il y a une déconnexion aujourd'hui en Occident sur l'importance de la force physique. J'ai l'impression qu'on va mettre beaucoup le focus sur la force avant que les choses deviennent physiques, mais la réalité de la situation, c'est que quand les choses sont poussées à l'extrême, ça finit toujours, tôt ou tard, par devenir physique. Et j'ai l'impression que notre génération, elle n'est pas prête à ce que les choses puissent mal tourner, et notamment qu'il y ait un conflit et qu'on soit engagé. De toute façon, aucune génération n'est jamais prête à un conflit, je pense. Mais... Bah, j'ai l'impression qu'avant, c'était quand même plus le cas, tu vois. Je crois pas, je sais pas ce que t'en penses. Non, pas pour moi, franchement. Personne n'est prêt à subir une guerre, hein, que ce soit nos anciens ou nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un certain confort qu'eux n'avaient pas, donc on perdrait beaucoup plus au niveau du confort. Mais personne n'est prêt. Et en fait, la désillusion des gens face à la profondeur et à la puissance d'un conflit quand les choses partent en couille, les gens ne se rendent pas compte. Un pays, ça sombre en 24 heures.
En 24 heures. La bonne chose à faire, c'est juste de partir. Mais bien sûr, mais évidemment. Vraiment, avoir de la mobilité. C'est le plus important, ça. Ouais, alors ça, tu parles à un Libanais, j'en sais quelque chose. Ouais, c'est vrai. Tu sais que c'est une obsession chez les Libanais. Hein. Ah ouais. Plusieurs passeports. Ouais, t'es éduqué comme ça. Ouais. T'es Je suis pas éduqué, étonné. éduqué dans l'idée que à tout moment, tu dois changer de langue, de pays, de vie, de nourriture, et que c'est pas grave. C'est la vie. C'est sympa. Ouais, l'adaptabilité. Et moi, on était à Kinshasa, je vivais dans un appart qui était tellement grand que je pouvais faire du vélo dedans, dans une famille riche. Et ma mère est venue me réveiller en pleine nuit en me disant qu'on allait en vacances en France. Genre, normal, à 2h du mat, on te réveille en panique pour aller en vacances. On s'est installé en France dans un HLM à Tours. J'ai mis 8 ans à comprendre, 8 ans à comprendre que c'était pas un choix. Ma mère, elle m'avait dit que les apparts, ils étaient petits en France parce qu'il faisait froid. Moi, j'ai mis, je crois, 8 ans à comprendre qu'on était pauvres. J'ai pas vu la différence, en fait, en termes de, tu vois, de bonheur, d'amour. Et ça, c'est fou, en fait. Cette capacité que ce peuple a, qui est très proche, d'ailleurs, des Israéliens, des Juifs. C'est tous les peuples de diaspora qui ont l'habitude de bouger et de s'adapter, en fait. Les Arméniens. C'est dû au conflit majoritairement? Ah bah, de toute façon, le Liban se fait passer dessus depuis 5 siècles par un nouveau mec tous les siècles. Donc, si tu veux, il y a un moment... il y a un moment, tu sais... Mais d'ailleurs, c'est même incroyable. Ma mère, elle a 83 ans. Gloire à ma mère. T'imagines, ma mère, elle a 83 ans. C'est la 4e fois que sa maison se fait péter. 4e fois dans sa vie. 83 ans. Je suis à Tours. J'étais avec les vidéastes. On a fait une petite vidéo sur toi. Ouais, j'ai vu. Elle regarde le mec qui fait mes vidéos, mon vidéaste, Benjamin. Benjamin lui dit, bon, et alors, ça va? Vous allez bien? Elle dit, oui, ça va. D'ailleurs, j'étais en train de regarder sur Internet les maisons en bois. Tu sais, c'est tiny house. Parce que je me suis dit, comme ils pètent ma maison tout le temps, plutôt que faire une grosse maison en pierre, on fait une maison en bois. Ça coûte moins cher. Comme ça, quand elle est pétée, on la refait plus vite. T'as le vidéaste qui dit, mais vous allez pas retourner au Liban? Bah si, tu veux que j'aille où? Vous allez reconstruire votre maison? Bah, j'ai déjà fait 4 fois, je peux bien le faire 5 fois, tu vois. Et genre, ma mère ne comprenait pas les questions. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais putain, gloire à cette femme, en fait. Qu'est-ce que tu veux après que j'aille lui dire, putain, c'est compliqué, j'ai raté mon tunnel de vente? Ah oui, il y a Nicolas Collin, il m'aime pas, il m'a envoyé une lettre de tu vois, enfin, ça te fait, en fait, ça te fait relativiser. Ces gens-là te font relativiser. Et en plus, sans tomber dans... En fait, toute la chose, c'est de pas tomber dans la haine de l'ennemi. Parce que quand l'ennemi devient le centre de ta vie, tu as perdu la guerre. Et ça, c'est un truc que ma mère m'a dit. Parce que ma mère m'a toujours dit, c'est pas une question d'aimer, de pas aimer. C'est une question, s'ils sont le centre de ta haine, tu as perdu. Si tu penses que toute ta vie est définie par ton ennemi, quel qu'il soit, tu as perdu. Parce que tu vis plus, en fait. Tu es que dans la réaction, tu es que dans le... Tu vois, la haine. Et la haine, c'est une force. Personne se dit, tiens, je souhaite à mon fils d'être plein de haine, ou à ma fille plein de haine, ça va lui apporter beaucoup de bien-être. C'est une sale énergie, la haine. Et tu penses que le Liban, un jour, pourra... Jamais. Bon, c'est... Mais de toute façon, enfin... je vais dire un truc, je vais me mettre beaucoup de gens à dos, mais tout ça, c'est de la faute des Libanais. Enfin, je veux dire, on est toujours responsable des conneries de ton pays. Le Liban, c'est un pays corrompu à tous les échelles, et ils veulent... Ils ont une diaspora hors du commun, ils ont des gens qui pourraient être extraordinaires, mais le pays n'est pas prêt, parce qu'il y a trop de tribalisme, trop d'histoire, trop d'idéologie, trop de... J'espère que ça changera. Je me suis toujours dit qu'est-ce que je pouvais faire, parce que j'ai pas grand-chose à apporter au Liban, mais je me suis toujours demandé quel cadeau je pouvais faire à ce pays, tu vois, juste parce que je suis quand même très content et très fier de faire partie de ce pays. Ça a beau être le bordel, ça a beau être la merde, ça a beau tout ça, il y a quelque chose de spécial là-bas. Donc je me suis dit, bon, il faut bien que je trouve un truc. Et ça fait pas mal de temps que j'en parle et que je travaille dessus, mais à un moment ou un autre, je vais réussir à faire une BD, nous les Phéniciens, quoi, tu vois. C'est un peu... Astérix et Obélix a raconté n'importe quoi sur nous les Gaulois. Il nous a donné l'impression en France d'avoir des ancêtres gaulois. J'aimerais bien trouver un truc qui rassemble les Libanais au-delà de leur division, en fait. Parce que
le niveau de division de la société libanaise, il est... Et moi, je suis chiite, et moi, je suis sunnite, et moi, je suis fairy tale. Moi, je crois que les ailes des anges, ils sont de droite. Moi, je pense qu'ils sont de gauche. C'est quoi les Phéniciens? Les Phéniciens, c'est le peuple antique. C'est comme les Gaulois en France. Ok. C'est le peuple antique qui vivait dans la région du Liban. Ok. Qui est un peuple assez mystérieux parce qu'on n'a pas beaucoup de traces, en fait, historiques. C'est un peuple qui n'a été raconté que par les autres peuples. Donc, tu as les Carthaginois qui parlent des Phéniciens, tu as les Grecs qui parlent des Phéniciens, tu as tout ça. Mais les Phéniciens n'ont pas laissé de traces. Alors, qui sont l'inventeur du premier alphabet. Et ils ont un fait de gloire qui me fait beaucoup rire, mais qui me fait vraiment marrer. C'est qu'ils ont fait la première pub de l'histoire. Pub. Ouais, pub. Ils ont, sur une montagne, à la sortie de la Grèce, dans un canal, il y avait un flanc de montagne, et ils ont écrit en lettres phéniciennes acheter de qualité, acheter phénicien. Incroyable. Qui est connu pour être la première pub de l'histoire. Et je trouve ça génial que la première ads de l'histoire ce soit ce peuple-là. Et en fait, les Phéniciens, c'est une blague culturelle assez amusante. Les Libanais, enfin beaucoup de Libanais, alors c'est un conflit aussi ça au Liban, mais beaucoup de Libanais ne voulant pas être qualifiés d'arabes disent à leurs enfants, nous ne sommes pas arabes, nous sommes Phéniciens. Oui, tu me l'avais dit. Ouais. Et donc, moi, quand j'étais petit, on me disait ça me faisait marrer parce que personne ne sait ce qu'est un Phénicien, tu vois. Moi, on me disait, ouais, t'es Phénicien. Je disais, mais c'est quoi un Phénicien? Arrête de poser des questions. T'es Phénicien, c'est tout. Donc, tu vois, il y a un côté. Donc, si on pouvait l'incarner dans une BD, leur donner une gueule. Et alors, ils ont une particularité que j'aime beaucoup. Donc, Carlos Ghosn a parlé récemment dans un podcast au Liban qui m'a beaucoup fait plaisir à écouter. C'est qu'en fait, Carlos Ghosn prétend que les Libanais sont les premiers globalistes de l'histoire. C'est que les premiers à avoir une pensée mondialiste. Et c'est vrai parce que les Phéniciens avaient des ports, tu vois, Marseille, Carthage, Athènes, ils avaient des ports comme ça un peu partout. Et ils faisaient énormément de commerce dans la Méditerranée. Ils ont transformé la Méditerranée un peu en réseau social, tu vois. Ils ramenaient la bouffe, les trucs, ils échangeaient. Et donc, il y a un côté hyper marrant à raconter, parce que tu peux raconter les Phéniciens et toute la Méditerranée de l'Antiquité, en fait. Tu peux faire des blagues culturelles, tu peux faire des clichés, tu peux faire... Donc, je pense qu'il y a un truc marrant à faire. Il y a beaucoup de Libanais à Dubaï. Hein. Moi, j'en ai... Il y a beaucoup de Libanais partout. Hein. Ouais, je sais pas. En France, il n'y en a pas tant que ça, non? Si, énormément. Tu les as pas fréquentés, c'est tout. Tu n'as pas été à Paris dans les bons quartiers. Ok. Non, j'ai pas Alors, été. les Libanais... Non, mais attends. Imagine, on parle d'un pays de 3 millions d'habitants, dont 17 millions de personnes dans le monde ont un passeport. Je sais pas ce que t'imagines. Ça fait 14 millions de personnes dehors. C'est ça? Oui, non, 17, ouais, ça. 14 millions de personnes dehors, 3 millions de personnes dedans. Et par-dessus ces 3 millions de personnes, tu rajoutes 1 million de réfugiés syriens, plus 1 million de réfugiés palestiniens, qui n'ont pas droit de cité dans ce pays. Donc, si tu veux, niveau bordel, c'est déjà, ça se pose bien. Et sur les 3 millions d'habitants, tu as 17 communautés religieuses officielles. Donc, moi, j'arrive même pas à citer 17 religions. Hein, bon courage. Je fais souvent le test avec les gens. Ouais, ok, ça marche pas. Et tu as des bastions libanais dans le monde complètement dingues. Par exemple, le Brésil est un bastion libanais invraisemblable. Il me semble qu'il y a 3 millions de Libanais au Brésil. Ce qui donne ces vidéos sur Instagram qui me font mourir de rire de Libanais qui prétendent que tout le monde est Libanais. Mais il y a du vrai. Par exemple, Steve Jobs, son père biologique était Libanais. Ou syrien, je sais pas, mais c'est la même chose. Hein. Shakira, son père est libanais. Tout ça. Et donc, les Libanais sont très très fiers de ça. Et ils ont même des pages Wikipédia entières sur les Libanais à l'étranger célèbres et tout. Incroyable. Donc c'est un peuple qui est très obsédé par sa diaspora. Moi, j'avais rencontré 2 Libanais une fois. J'étais sorti tout seul. Tu sais, des fois, j'aime bien sortir tout seul. Et c'était le soir. J'étais allé prendre un verre à un bar. Et juste à côté de moi, il y avait 2 personnes qui parlaient français. Du coup, je commençais à parler avec eux. Ils étaient libanais. Il y en avait un qui avait une grosse entreprise sur Dubaï de textile. Et super sympa, on rigole pendant une bonne heure. Et à un moment, le mec me dit moi, je suis parti étudier aux États-Unis quand j'étais plus jeune. Et donc, plus tard dans la conversation, genre 20-30 minutes après, je lui ressors. Et c'était comment tes études aux États-Unis? Et là, les 2, ils me regardent.
Ils me disent comment tu sais que je suis allé étudier aux États-Unis. Et tu sais, genre, ils changent du tout au tout. Les gars, ils étaient trop sympas, c'était mes meilleurs potes. Et là, ils passent en mode putain, c'est un espion, lui vient, on lui parle plus, il est trop bizarre ce gars. Et au final, bah, ça a mis un putain de froid, genre vraiment trop bizarre. Terminé. Voilà, on n'a plus parlé, on n'a plus du tout parlé. Mais pour revenir sur toi, tu fais du coup ces 10 années dans l'armée. Ouais. Qu'est-ce qui te pousse à arrêter après 10 ans? Après 10 ans, j'ai une possibilité de rentrer en police. Je pense avoir fait le tour au niveau de l'armée. 10 ans, c'est bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, les générations aiment vraiment changer assez rapidement de travail. Ouais, 10 ans, c'est un long Ouais, cycle. c'est un long cycle. Je me rappelle, moi, nos anciens, ils commençaient dans une usine, par exemple, et ils faisaient toute leur carrière dans l'usine pendant 35 ans. Aujourd'hui, trouver une personne qui reste 35 ans dans la même usine, c'est terminé, il n'y en a plus. On a besoin de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe à côté. Donc 10 ans, je pense, c'est déjà bien. J'avais aussi envie de revenir en France, être plus souvent en France qu'à l'étranger. Et je décide de partir sur cette aventure de la police municipale, quoi. D'accord. Et donc là, tu rentres sur Paris. D'origine, tu nous as dit que tu étais de Bretagne. Ouais. Tu décides d'aller sur Paris. Et là, tu as donc cette fameuse anecdote où tu rencontres cette unité très spéciale dans le 93 qui a pour rôle d'intervenir de nuit sur des événements qui sont très chauds, très dangereux. Ouais, bien sûr, que ce soit... En gros, c'est une unité de police secours qui interviennent avec plusieurs personnes dans les quartiers chauds. Parce qu'aujourd'hui, je me rappelle, hein, à l'époque, la police nationale avait juste une police secours avec 3 personnes et une BAC de nuit avec 3 personnes sur une ville de 80 000 habitants. Comment est-ce que 6 personnes peuvent assurer la sécurité de 80 000 habitants? C'est juste impossible. Donc, on cherche des moyens complémentaires. Donc, c'est les mairies qui ont trouvé ces moyens complémentaires pour pouvoir assurer la protection des habitants. Et on parle de certaines mairies qui embauchent des mercenaires parce que forcément, on ne vient pas pour rien, on ne vient pas à n'importe quel prix. Donc les prix, quelquefois, varient du double par rapport à un policier qui est en police nationale. Donc ça aussi, forcément, ça motive, quoi. Ouais, t'as une grosse augmentation de salaire du coup en rentrant dans cette unité. Clairement. Ok. Clairement. C'est ce qui t'a motivé aussi à y aller, en plus de l'action, évidemment. Ouais, c'est un tout, on va pas se mentir. Le salaire aujourd'hui est important en France. On regarde le portefeuille parce que... Ça, c'est un vrai sujet, je trouve. Ouais, à l'armée, pour moi, en fait, ils sont pas assez payés, nos soldats. Ouais. Moi, je me rappelle, quand je me suis engagé, j'étais payé 1 240 € par mois. Je suis parti en Afghanistan pour 3 000 € par mois. Joue ta vie. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui part en Afghanistan pour 3 000 € par mois. C'est des sujets en fait qui sont assez complexes, mais c'est une réalité, quoi. Et tu penses que c'est dû à quoi que les salaires soient aussi bas? C'est une grille qui est faite par l'État, on ne peut pas la changer. C'est pas nous qui décidons. Je pense que c'est assez complexe pour eux de changer tout ça. Ça a augmenté depuis, hein, je le reconnais, mais pour moi pas assez, quoi. Là où un soldat américain est beaucoup plus payé, là où un soldat allemand est beaucoup plus payé, le soldat français, on est encore sous-évalué pour moi. Et quand vous rentrez comme ça à 1 240 € par mois, vous êtes nourri, logé sur base ou vous devez en plus trouver... Ouais, après, c'est vrai qu'on dit toujours on est nourri, logé, blanchi, je suis bien d'accord, mais on vit assis dans une chambre. Ok. C'est pas non plus la grande joie, quoi. Ouais. Ok, on est nourri, voilà, c'est un self. C'est pas non plus, on va pas manger des restaurants les soirs, quoi. Bon, après, voilà, on s'engage pas pour ça non plus, mais quand on dit... Non, mais de toute façon, il y a un vrai problème. On est un pays pauvre, hein. On n'a pas d'argent pour nos armées, hein. Ouais. En termes de logistique, on est très pauvre, et ça, c'est une réalité. Je le voyais par rapport au conflit en Afghanistan, où les Américains, directement, avaient une logistique. Alors, je sais plus c'est quoi le rapport. Nous, c'était 5 soldats pour une personne en logistique, et les Américains, c'était 8 personnes en logistique pour un soldat, quoi. Ouais. De toute façon, le budget américain de l'armée est supérieur à la somme de tous les budgets de tout l'Occident réuni. Donc, on parle pas... comment ? T'as compris le rapport de force. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant, ça me fait penser à un truc en parlant de rapport de force. C'est vrai que les États-Unis ne se présentent pas comme un empire, alors que mine de rien, c'est quand même l'empire le plus puissant qui a jamais existé. Pourquoi ? 780 bases militaires dans le monde. C'est énorme. Ils sont partout, quoi. Ça risque de baisser maintenant. Ouais, ils sont partis sur un chemin... Là, on a quand même l'impression que l'empire est de retour. Là, c'est l'inverse. Avec le Groenland, le Canada... C'est l'inverse, paradoxalement.
trouves pas qu'ils sont en mode Non, conquête sont- là ils sont en Ils se mode, désengagent en fait de l'Europe. ouais. Et c'est assez marrant parce que tu as les États-Unis, tu as quand même la Russie, la Chine de l'autre côté. Ils s'enlèvent en fait d'une zone qui est l'Europe, donc en fait ça leur fait un trou noir. Moi je Ouais. comprends pas. Pourquoi enlever cette zone? Alors que quand même. Mais t'as Ils- vu, leur stratégie, c'est une stratégie château fort. C'est de se dire, on n'a plus les moyens. Donc on prend Groenland, Canada, on se race, tu vois, on se C'est on malin. se fortifie sur. C'est comme quand tu joues à risque et que tu prends l'Océanie. Mm. Tu vois, t'es imprenable. Exact, je me rappelle. Tu vois, ils sont en J'ai train pas de. la rêve, c'est quoi ça? Mais t'as jamais joué à risque? Ah, c'est incroyable, c'est Un un, risque, c'est un jeu de stratégie militaire. Comment t'écris? R-I-S-K. Hmm. Risque. Comme le risque. Ok, je connaissais pas. Incroyable. T'as jamais joué à risque? Ah, c'est marrant. Ah, bon, on peut se faire des Trop parties, jeune. tu vois. Avec Ouais, plaisir. c'est vrai, ouais. mais c'est vrai, c'est Sûrement. des trucs de génération, effectivement. Mais, mais bon, t'as une stratégie très célèbre à risque et de prendre l'Océanie parce que t'as l'air d'être faible, mais t'es imprenable. Et donc, tu tapes des attaques et les gens s'épuisent en ressources. Et quand tout le monde s'est épuisé, là, tu vas faire ta fête. Parce que toi, pendant plusieurs tours, tu as accumulé des ressources. J'ai l'impression que les États-Unis sont vraiment en train de nous faire la technique Océanie sur la carte. Et de nous laisser tous dans la merde. Hein. Ça, c'est. Parce qu'on fait tous les cakes, là, genre, devant les Américains. Mais moi, c'est ma théorie depuis longtemps. Ma théorie, c'est qu'on n'a pas arrêté de leur cracher dessus pendant des années. On va finir par payer le prix de. Et on va se rendre compte que finalement, c'est pas si simple que ça. J'espère pas. Hein. Bah, ils sont bien partis. Hein. Mm. En plus, ils se sont dit, vaut mieux avoir les Russes contre la Chine que l'Europe. Ça, c'est quand même vexant pour l'Europe, je trouve. Mm. Parce que tout le monde se raconte des trucs sur les principes, les machins, mais moi, je pense que les mecs, ils ont regardé la carte, ils se sont dit, bon, alors, ça c'est nous, ça c'est l'ennemi. On peut choisir dans notre équipe de foot 2 mecs, soit l'Europe, soit la Russie. Ah non, vas-y, viens, on prend les Russes. C'est aussi, vraiment, c'est aussi con que ça. Hein. Ouais. Ils sont tous là à nous faire des grands trucs de géostratégie. J'ai l'impression que les géostratégies sont en train de redevenir un peu de simple, quoi. Ouais, clairement. On va voir ce que ça va donner. Et pour revenir sur ton expérience au sein de la police municipale, tu intègres du coup une sorte de milice privée des mairies. Ça, on n'en a pas forcément conscience, nous, étant de l'extérieur. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est ces fameuses milices privées et quel est leur rôle? Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de journalistes qui reprennent le mot milice privée, vous pouvez le voir sur internet assez facilement. C'est-à-dire que on fait du recrutement en fait sur des personnes qui vont être le plus opérationnelles possible. On va les payer une fortune par rapport à leurs compétences et du coup on sait que ces personnes-là vont aller au contact, vont aller directement dans la zone de non-droit. Concrètement, moi, la première fois qu'on m'a balancé un feu d'artifice, j'ai rigolé, quoi. J'ai affronté les talibans 5 ans avant et après, on me balance un feu d'artifice. Bon, ça me fait doucement rire, quoi. Et ils pensent qu'en fait, qu'on va s'arrêter à ça. Bah non, nous, on fonce dedans, quoi. Donc, c'est un peu ça. Bonne expérience, pas mal d'histoires assez choquantes, quand même. Je me rappelle une en particulier, c'est... on était dans le 93. Et il y a une pizzeria qui a été victime en fait d'une tuerie. Pourquoi? Parce qu'un mec a demandé une pizza. Il lui a dit « t'as 5 minutes pour me la faire ». Le cuisinier, voilà, je pense qu'il voit passer ce genre de phénomène un petit peu tous les jours. Et le mec, au bout de 5 minutes, il regarde sa montre et il dit « c'est trop tard ». Et là, il sort son gun et il lui en envoie 3 dans la tête. Le mec tombe. Nous, on est appelés directement, on part comme des dingues. Du coup, le mec a pris la fuite. On dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? J'arrive, le mec est au sol, une mare de sang. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On commence le massage cardiaque. On n'est pas médecin. On ne peut pas dire, en fait, si la personne est morte. Donc, on commence à masser. Ensuite, il y a le médecin régulateur du SAMU qui arrive. Et il nous dit, OK, la personne est morte. Donc, on comprend vite. On l'avait compris hein, dès le départ. Et... là, on se dit, mais où on va, quoi? On interroge un peu les clients. Ouais, pour 5 minutes, en fait, le mec a pété un plomb. Parce qu'il lui a laissé 5 minutes pour faire la pizza, quoi. Et tu es le pizzaiolo. Ouais. C'est incroyable. Franchement, Ça c'est paraît horrible. surréaliste. Il y avait des clients à côté qui ont vu la scène? Ouais, bien sûr. C'est un complot de Pizza Hut, ça. Ouais. Ils font leur pizza en 5 minutes. Le mec Ça a était mal vénère. Il était payé par Pizza Hut. Oh, putain.
Non, mais ouais, t'as dû voir des sacrés trucs là-bas aussi. C'est vrai que nous, de l'extérieur, on se rend pas compte que ça peut être aussi violent, en fait. Même en France, il y a des quartiers dans lesquels t'as des gens qui se font buter pour une pizza qui prend Ouais, trop de c'est temps, quoi. hallucinant. Et je me rappelle, après, je suis parti dans le 95, sur un peu plus de 18 communes. On était chargé en fait d'assister les policiers municipaux qui étaient en difficulté. On était un groupe en fait d'intervention. Et je me rappelle d'une histoire, c'est une grand-mère en fait qui nous appelle et qui nous dit ok, je sais où est la planque de cannabis. Nous hyper contents, on dit ok super, on va mettre un stratagème en place. Elle nous dit où se situe la planque. On lui dit ok, rentrez chez vous, il n'y a pas de souci. 2 heures après, on va, bim, bingo. On tombe sur la planque, on prend tout ça, on appelle l'officier de police judiciaire, on lui donne la marchandise, tout se passe bien. 1 heure après, on a un appel du centre de supervision urbain qui nous appelle. Et il dit ouais, est-ce que vous pouvez intervenir? La grand-mère a un problème. Qui nous a contactés. Ok, donc on arrive sur place. Et là, elle est là, assise par terre, je me rappelle, sur le trottoir. Caresse la tête de son chien, mais sans le corps. De quoi? Elle caresse la tête de Oh là son là. chien, mais sans le corps. Les mecs avaient compris qu'elle avait balance, ils lui ont décapité son chien. C'est horrible. Attends. Vraiment et ces gens-là, ils sont retrouvés après ou qu'est-ce qui se passe? Du coup, nous, on savait qui c'était. Du coup, on a été parlementé avec eux. Ça se passe comment quand on parlemente avec vous Parlement. dans ces cas de figure? J'en dirai pas plus. Et putain, c'est fou quand même. Moi, je trouve ça incroyable. Ah, je Et on n'a pas pu interpeller les individus parce qu'il n'y a pas de description. Habillés tous de noir, capuche noire, vêtus de noir. Oui. T'as des gens, ils sont en liberté. Ouais, bien sûr, Ils ont commis des crimes comme ça. bien sûr. C'est régulier. Enfin, qu'est-ce qui t'étonne en fait? Bah moi, je pensais pas que c'était si chaud dans les quartiers chauds. Je suis... Ouais, franchement... C'est la réalité. Hein. Je m'attendais, tu vois, à ce qu'il y ait du deal, à ce qu'il y ait du racket, à ce qu'il y ait de l'insécurité, mais de là à ce qu'il y ait des meurtres, des décapitations... Bah, t'as vu là récemment à Marseille, toutes les semaines, il y avait un truc. Dans Ouais. la presse, toutes les semaines, il y avait un mec qui se faisait buter. Il y a même un gamin, c'était quoi? Un gamin de 14 ans qui a tué son Uber. Ouais. C'est parce Ouais. que maintenant, il les recrute à 14 ans pour aller faire des hits. Le mec, 14 ans pour aller faire un hit, si tu veux. C'est quoi un hit? Un hit, tuer quelqu'un. Ok. 5 000 euros. 5 000 euros. T'imagines? Ça subérise, hein? Mais C'est- disons. De toute façon, moi, Mais- je dis souvent, la France, c'est le Mexique, mais sans les Mexicaines. hein. Ça, c'est une réalité. Non, mais on n'arrête pas de mentir aux Français sur la situation réelle de leur pays. Comment tu veux? Après, on est là, on dit ce genre de choses, les gens deviennent complètement fous, on dit c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui est pas possible en fait? Ouais. Ça fait 20 ans que ça dure. Non, mais le pire, c'est que dès que ces gens-là sont interpellés, en fait, il leur arrive quasiment rien, quoi. C'est ça, moi, c'est Et- ça qui me... Mais il leur arrive rien parce que le système est défaillant à tous les niveaux. Enfin, Hmm. Nous, on C'est- interpellait, on n'avait pas le temps de finir notre procédure qui s'était déjà relâchée. quoi. Ouais, Ça, ouais, ça, mais- c'est Et insupportable. des personnes, j'en ai interpellé des fois 3 fois la même personne dans la journée. Dans la journée, 3 fois la même personne. ah, mais c'était ton pote à la fin. Bah, c'est ce qu'on se disait en fait, c'est un bon client. Quoi. Ouais. Donc, un client qui nous aime bien, bah, il revient. Quoi. C'est ça. On fidélise. Ah, c'est hallucinant, quoi. C'est pas normal. Non, mais bien sûr que c'est pas normal. Et toi, tu te disais quoi à ce moment-là? Je fais mon travail, je fais ma mission. Tu sais, moi, j'ai été formaté, c'est la mission terminée. Mm. Je suis pas là pour réfléchir. Si je commence à réfléchir sur les décisions de justice qui ont été prises, je pose mon uniforme. Ouais. Non, je peux pas. Franchement, c'est très complexe. Pour moi, il y a des décisions qui sont injustes. Après, voilà, j'ai pas les tenants, j'ai pas les aboutissants. Je suis pas juge, je veux pas juger et je rentre pas là-dedans. Mais pour moi, des fois, ça me dépasse, quoi. Tu t'es déjà senti menacé dans la police au point de potentiellement mourir? Ouais, je me rappellerai toujours. Un jour, il y a un collègue qui m'appelle et il me dit bah, il y a ton nom de famille qui est gravé sur le mur de la cité, un 8 mètres sur 3 mètres avec un pendu. Bon, c'était peut-être une sorte de reconnaissance pour moi, c'est-à-dire que je faisais mon travail. Et du coup, c'est les avocats, en fait. Ils avaient eu mon nom par rapport aux avocats, par rapport à une procédure. Donc, ce qui est hallucinant. Putain, quels amours forés. Et j'étais assez choqué quand même parce que il y avait quand même l'adresse, il y avait quand même tout ça. Donc, pour nos familles, voilà, c'est pas forcément facile à Ouais. vivre, quoi. Et on peut pas se permettre en fait d'aller dans des secteurs. Ça veut dire que si je travaille sur le secteur 93, je peux pas y aller, quoi.
Je me rappellerai toujours. Il y avait un tournoi de boxe dans le 93, vu que voilà, j'étais boxeur. Et mon frère décide en fait d'aller boxer dans le 93. Et là, directement, quand il arrive, il y a tout le public qui est là, fils de qui a la mumu, sale on va te baiser à la fin et tout. Du coup, il a été obligé d'être escorté sur la fin. On a appelé la police municipale qui est venue faire une sécurisation de la salle des sports pour pouvoir l'escorter. Parce que les mecs avaient la rage. Et ils pensaient que c'était moi, vu que c'était mon frère jumeau. Ah. Ils avaient confondu. Juste parce qu'il était de la police. Ouais, donc pas très intelligent, quoi. Ils confondent un peu le sport et le métier de policier, quoi. Incroyable. Il avait gagné le combat, ton frère, ou pas? Non, du coup, ça a été annulé. Ah, ok. Ok. Putain, c'est quand même incroyable, moi, je trouve, tout ce qui se passe. T'as déjà utilisé ton arme à feu en étant policier? Je l'ai sorti à plusieurs reprises. J'ai jamais utilisé. Ok. J'ai jamais eu l'occasion. Et c'est bien. Mais je pense qu'elle est vraiment importante au quotidien. Ça rassure. Et on en a besoin. C'est quoi ton opinion sur l'affaire Naël qu'il y a eu? Le jeune de 17 ans qui était go fast, je crois, et qui s'est fait tirer dessus par un policier. L'affaire Naël, c'est très politique. Hein. Moi, je supporte à 100% le policier. Pour moi, il est dans son bon droit. On a une personne qui roule à plus de 130-140 000 km/h dans la ville. Où est-ce qu'il y a possiblement des personnes qui traversent? On a bien vu sur la vidéo où il y a un cycliste qui manque de se faire percuter. On n'en parle jamais, mais le cycliste, elle vaut quoi sa vie? Du coup, moi, je suis d'accord à 100% avec ce policier. Moi, je pense qu'il était dans son bon droit. Et dernièrement, on a quand même un examinateur qui a expliqué que lorsqu'il a redémarré, forcément, le canon de l'arme, en fait, a remonté légèrement. Et là, le coup de feu est parti. Mais vous savez, c'est pas évident. C'est facile de juger. C'est des mecs qui sont sous adrénaline. Ils roulent à 160 derrière une voiture qui manque de faucher des gens. Ils l'arrêtent in extremis. La pression, elle est là. Franchement, même si c'était professionnel, le mec avait fait l'Afghanistan. Le policier a fait l'Afghanistan. N'avait pas fait une fois usage de son arme en Afghanistan lorsqu'il y avait été. C'est pour vous dire. C'est-à-dire que le mec était quand même professionnel. Et du coup, on se lâche sur lui. Et c'est plus que politique pour moi. C'est comme l'affaire Théo, c'est un petit peu pareil. Après toute cette période dans la police, tu fais combien de temps dans la police municipale? Je fais 4 ans. 4 ans. 4 ans. Entre-temps, je passe une formation de garde du corps. J'essaie de me lancer là-dedans. Je perce rapidement. Je me rends compte qu'il y a 56 000 gardes du corps en France. Sur 56 000 gardes du corps, voilà, forcément, il n'y a pas 100% de personnes qui sont sérieuses. Il y a 3% qui bossent. Je me dis, ouais, c'est incroyable. Pourquoi tant de chiffres? 56 000 gardes du corps. Parce qu'on a magnifiquement proposé le système de... Vous savez qui paye les formations? CPF. Ouais. Le CPF. Et clairement, le vigile qui était à Carrefour, le vigile qui était à Aldi... Qui fout des baffes aux meufs. Lui, il a la possibilité de passer garde du corps. Ah. Grâce à ce dispositif. Donc, beaucoup de personnes, en fait, sont passées garde du corps grâce à ce dispositif. C'est pas pour autant qu'ils ont eu du travail. Mais quelquefois, en fait, ils se vendent pour pas cher et certains clients, en fait, les prennent et sont un peu déçus. Donc, moi, ça me dérange pas, quoi, qu'il y ait de la concurrence. Au final, on récupère toujours le marché quand on est professionnel, quoi. Ouais, on y reviendra parce que du coup, tu as lancé plus tard ta boîte dans la sécurité rapprochée. Mais du coup, en 2019, c'est à ce moment-là où tu bascules dans ce secteur-là. Qu'est-ce qui te plaît et pourquoi tu choisis de te diriger vers cette voie? Car je me rends compte qu'il y a un manquement au niveau des effectifs de la police. D'accord. On ne peut pas être partout, on est appelé sur plein d'interventions, il y a pas mal de demandes. En moyenne, lorsqu'on appelle la police, c'est entre 12 et 24 minutes avant d'avoir une réponse. Donc c'est assez long. C'est assez saturé. Si on peut se déplacer, on y va. Si on ne peut pas se déplacer, il y a de l'attente. Et ça, c'est logique. Et en protection rapprochée, j'avais possibilité en fait, d'avoir des clients assez rapidement, pouvoir les protéger au quotidien. Et je me suis dit, ouais, c'est sympa. C'est une personne qui m'en parle, je me suis lancé dedans et je me suis dit, on verra, quoi. D'accord. Et directement, ça match, quoi. Ok. Et en termes de salaire, c'était plus intéressant que ce que tu gagnais dans la police ou... Clairement. Clairement. Ok. Et j'ai pas mal d'opportunités qui s'offrent à moi. On me propose les gilets jaunes, on me propose des escortes de convois sur les masques à l'époque du Covid. On part de Paris, on va les escorter jusqu'à Milan. Donc c'est des missions qui sont quand même assez intéressantes.
et pas mal d'anecdotes après qui arrivent par la suite. Je décide de montrer mon entreprise. Pourquoi? Je vois qu'en fait, il y a un manque de professionnalisme au sein de la protection rapprochée. Je fais une mission en fait qui m'a choqué. On était sur la protection d'un client et j'étais avec une équipe d'Albanais. Et un week-end, en fait, ils se barrent avec les bagnoles du client, 3 bagnoles du client, et ils partent en Albanie. Les mecs étaient garde du corps, quoi. Et moi, je suis en mode putain merde. Moi aussi, je suis dans le dispo. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et du coup, un peu gêné, quoi. Le client, il dit mais elles sont où mes bagnoles? Qu'il appelle les mecs, ouais, tu reverras jamais tes bagnoles, va te faire. Les mecs sont jamais revenus, quoi. Bah ouais, mais c'est une super place pour voler des trucs, quoi. Ouais. Et il faut faire super attention parce que voilà, c'est une sorte de confiance, de loyauté que tu dois avoir envers ton garde du Il y a corps. encore de la chance qu'il s'est fait voler que des voitures. Hein. Bah, clairement. Et je me dis, ok, je monte ma société, j'embauche que des anciens militaires, anciens policiers, des policiers municipaux d'actifs qui ont droit à de la disponibilité. Et là, ça cartonne. Là, je suis en mode, putain, ça rend bien, quoi, en fait. Comment tu lances l'activité et comment tu arrives à trouver tes premiers clients? Les clients se font assez naturellement. J'ai 6 années passées en protection rapprochée. Je commence, non, parce que du coup, je suis avec mon frère qui m'épaule, mon père qui finit la gendarmerie qui m'épaule. Donc, on commence à avoir une renommée. Il y a des clients qui veulent plus ou moins que travailler qu'avec nous. Et très vite, on est courtisé. Donc, en fait, ça se fait naturellement. On n'a pas besoin forcément d'aller démarcher, mais on est courtisé, quoi. Ok. Et en tant que, du coup, comment on appelle ça, un vigile de sécurité? Non, on appelle ça des agents de protection Agent de rapprochés. protection rapproché. Toi, tu as vécu des anecdotes aussi qui étaient marquantes. Tu nous as parlé des gilets jaunes. Qu'est-ce qui s'est passé Ouais, les gilets jaunes, ouais, assez tendus. On faisait la protection des journalistes de BFM TV. D'ailleurs, je les salue. Je pense qu'ils se souviendront de moi. On était dans une manif, c'était les gilets jaunes dans les cités, à l'époque. Donc en fait, ça annonce la couleur. J'étais avec un collègue à l'époque qui était policier aussi. Et on se dit, la journée va être très longue. Très, très longue, je pense. Et voilà, bizarrement, ça se passe bien. On démarre de la mairie de Bobigny. On continue sur Montfermeil. Et arrivé sur Montfermeil, là, il y a un Bacuit là, qui arrive et qui commence à me dire tout le monde déteste le Bacqueux. Je dis, vas-y, dégage. Et là, d'une personne, c'est 2 personnes. De 2, c'est 4. Et ils sont là en train de me désigner. Et de 4, après, c'est 100. Et là, c'est toute la manif en fait qui se retourne contre moi, quoi. Parce qu'ils sont persuadés que je suis Bacqueux et que je protège BFM TV, quoi. Directement, là, on prend la foudre, en fait. Tout ce qui leur passe dans les mains, en fait, ils nous le lancent. Donc, moi, je protège directement les journalistes derrière moi. J'ai un sac à dos avec une plaque de protection à l'intérieur. Donc, ils mettent, en fait, le sac à dos contre le visage. Et on essaie de se protéger comme on peut. On est contre un bâtiment. Et en fait, on ne peut pas se défendre. Parce que si on se défend, si je commence à massacrer un mec, un deuxième, un troisième, qu'est-ce que ça va faire? Ah là, ils vont se déchaîner, quoi. Donc on les repousse. Ok, non, on n'est pas de la police, calmez-vous et tout. Mais les mecs, ils continuent. Et là, on a de la chance. On a un commandant de la gendarmerie mobile qui intervient directement, qui fait une charge, en fait, avec les gendarmes mobiles et qui nous extrait rapidement, en fait, du dispositif, quoi. Incroyable. Du coup, on a les 2 journalistes qui sont en pleurs. Ouais, assez choqués, quoi. Et c'était quoi? Les gens détestaient les journalistes de BFM? C'est pour ça qu'ils vous ont pris à partie? Ouais, régulièrement. En fait, Bah ouais. tous les journalistes pendant les Gilets jaunes Attends, étaient protégés Ouais, puis de toute façon. par des gardes du corps. Que ce soit CNews, que ce soit BFM TV, tous. TF1. C'est la guerre. Hein. Ah, c'était la guerre. La guerre, les gilets jaunes, tu l'as vécu comme la guerre? Ouais, c'était vraiment violent. Hein. T'imagines Chaque samedi, je me disais qu'est-ce qui va se passer. Parce que la presse leur faisait tous les jours. Enfin, les mecs, Ouais. forcément qu'ils voulaient leur peau, quoi. Toi, t'as déjà été dans une manif des gilets jaunes? Jamais de la vie pour que j'aille là-bas. J'ai jamais été dans une manif de ma vie. Moi, je suis pas con. Moi. J'évite les endroits où il y a des problèmes. Moi, J'ai un grand instinct de ça depuis longtemps. Ah ouais? Ouais. J'étais allé une fois juste pour voir et c'est vrai que c'était très impressionnant. C'était à Toulouse. Et en fait, t'es à 2 doigts à chaque fois de te prendre un coup par un policier parce que si t'es au milieu du truc,
Même moi, j'ai pris des coups de Blessé. canon à eau, ça sonne. Hein. Bah, tu Ça, m'étonnes. c'est Ah ouais. pas grave. Hein. Le geyser, le Karcher. Ouais. Incroyable. Et il y a une autre anecdote que tu pourrais nous raconter dans la sécurité rapprochée. C'est lié au kidnapping d'un entrepreneur belge qui s'est passé en Asie parce qu'il voulait faire des économies justement sur sa sécurité rapprochée. Ouais, bien sûr. Alors lui, il n'était pas forcément très malin. Il a décidé en fait de prendre une protection rapprochée en Asie directement. Local. Locale. Mais non, mais personne n'est. Le mec, il est belge. Nos amis belges, franchement, rien de personnel. Et franchement, une mauvaise idée. Quoi. Donc ça se passe bien, les mecs super accueillants, ils viennent, il n'y a pas de souci, on va assurer ta protection. Pendant 15 jours, ça se passe bien. Et le mec, en fait, tous les jours, il était là, bah, dites-moi un tarif. Non, c'est bon, ça arrangera après, t'inquiète pas, on prend pas cher. C'est pas possible. Si. Et au bout d'un mois, les mecs, ils annoncent un tarif. Ouais. Du coup, le mec, il dit, non, mais C'est attendez, une rançon. vous êtes des tarés. Puis du coup, la Protec se retourne contre eux. Donc là, il y a la maid qui commence à gueuler. La Protec qui dit à la maid, tu fermes ta gueule, toi, maintenant, ou on va te noyer. Et puis là, bah noyez-la, j'en ai marre d'elle. et du coup, bah, concrètement, ça se finit plutôt bien parce que le mec arrive à se défendre et se dit mais vous êtes des malades. Les mecs se calment. Ils partent sur une proposition, ils trouvent un accord, mais il a payé très cher sa sécurité. Combien? Je peux pas le dire. Non, mais on n'a pas le nom du mec. Sur un mois, 300 000 euros. Putain. Ah, mais quel naze. Raquette. Ouais, c'est ouais. c'est le jeu. Hein. C'est le jeu, il y avait sa femme qui était là, il y avait sa maid, il était présent, il commence à être violent. Et pour ce prix-là, il a obtenu la noyade de la Med ou pas? Non. Même pas. Même pas, putain. Mais, Ah là là. ouais, c'est pour ça. Faites attention quand Non, vous mais prenez une c'est protection pas- rapprochée. c'est pas possible, mais personne peut être Partez ainsi. toujours sur une personne Il y a de un seul confiance, mec qui a plus fait ou ça. moins, quoi. Non, tout le monde fait ça. Non, il y en a plusieurs hein, qui osent. hein. Hmm. L'offre et la demande. Alors j'ai été dans l'Amazonie et les FARC se sont gentiment proposés de me protéger. Des gens très accueillants, très simples. Bon, j'ai pas vu ma femme depuis le début du séjour. On m'a dit qu'elle était dans une autre maison. Mais vraiment charmant. C'est une idée saugrenue, ouais. Et Non mais je comprends pas. De toute façon, c'est un tas de business de confiance. Faut quand même. ouais. Ouais, il C'est faut de la loyauté, il faut un feeling, il faut de la confiance. On se rapproche que souvent même, en fait, de la religion d'où ouais. on vient, on se rapproche souvent. Moi, clairement, je suis français, bah, je veux une protection française. C'est assez simple. Ouais. Quoi. C'est quoi tu parlais du marché. C'est quoi les personnes qui ont le plus de parts de ce marché dans la sécurité rapprochée, justement? Aujourd'hui, on va pas se mentir, bon, il y a tous les VIP, il y a les grosses sociétés de marques de luxe qui utilisent beaucoup de garde du corps. Et là, on voit de plus en plus d'infopreneurs, d'entrepreneurs, des personnes menacées par rapport à de la crypto-monnaie. Ça, c'est notre clientèle Ouais. Bah, d'ailleurs, en France, qui arrive en il y a eu, force. Il y a eu un sacré drame là, avec nos amis de chez Ledger. Quoi. Hmm. C'est fou, quoi. Tu veux raconter ce qui s'est passé? Bah, je sais pas trop. Moi, je peux en raconter Bah, une vas-y, qu'on a ouais. eue dernièrement. On a un entrepreneur qui vit à Miami. Il nous appelle un soir, 24 décembre. Ma mère vient de se faire kidnapper. Nous, on prend toutes les infos. On lui dit OK, on a besoin de plus d'éléments. Là, on va devoir contacter la gendarmerie le plus rapidement possible en fait, pour leur donner des éléments. La gendarmerie prend en charge l'enquête. Nous, en moins d'une heure, on dépêche une équipe de protection rapprochée au niveau de la villa. On réunit toute la famille. Une fois qu'on a réuni toute la famille, lui, forcément, il est paniqué. On lui explique la procédure, comment ça va se passer. On prend contact avec les unités des services étatiques qui gèrent l'affaire. Pourquoi on arrive à rentrer en contact? Parce que forcément, on est ancien policier. C'est assez simple. Et ça rapproche. Donc, mouvement de panique au sein de la famille. On ne sait pas où est la mère. Premier jour, on a un contact visio avec la mère. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mecs sont organisés. C'est qu'il y a une équipe qui est là, elle va vous observer pendant 1-2 semaines. Okay. Cette personne a un potentiel de 2-3 millions d'euros. Où est située sa famille?
En France, ok. Mère, père. Cible facile. Ils vont les observer pendant 15 jours. Une fois qu'il a observé pendant 15 jours les faits et gestes des parents. Il y a une deuxième équipe, son objectif, ça va être de s'introduire dans la villa. Comment ils vont faire? Supercherie. Okay. On est des agents EDF, c'est Pizza Hut qui vient pour la pizza en moins de 5 minutes. Peu importe. Une fois qu'ils se sont introduits à l'intérieur du domicile, ils laissent la porte ouverte. Il y a une troisième équipe qui vient. Et eux, c'est le saucissonnage. Donc, ils ligotent la famille assez rapidement. C'est des professionnels. Hein. Une fois qu'ils ont fait ça, ils fouillent rapidement la maison. Une fois qu'ils ont fouillé la maison, ils partent avec des véhicules. Là, il y a des chauffeurs qui les attendent. Ils embarquent les personnes. Les véhicules, c'est quoi? Des véhicules. Des véhicules. Des véhicules. Ils font 400, 500 mètres, 600 mètres. Là, il y a une deuxième équipe de chauffeurs qui les attend. Ils crament la première voiture et ils mettent dans le coffre la mère. Et là, les mecs, ils foncent. Ensuite, ils s'arrêtent à certains points sur la route où il y a des vidéastes qui les attendent pour tourner des scènes. C'est vraiment bien organisé. Ils versent un bidon d'essence de 20 litres sur la mer. Là, il y a un mec qui joue avec un briquet à côté. Il dit maintenant, tu vas nous donner 5 millions d'euros, sinon on va cramer ta mère. Le mec en panique complet, quoi. Les négociateurs rentrent en contact avec eux, ça négocie, ça commence à donner de l'argent, ce qui est logique, parce que voilà, le mec tient à sa mère quand même. Et au bout de 4 jours, on a de la chance, les services de police, sur un contrôle routier banal, arrêtent ce véhicule. Les mecs prennent la fuite, ils ne savent pas ce qui se passe, et là ils entendent des cris, en fait, dans le coffre. Donc ils se focalisent directement sur le coffre. Qu'est-ce qui se passe? Ils ouvrent le coffre, il y a la mère qui est dedans. Putain. Coup de chance. Nous, on assiste en fait la famille sur toute l'enquête. On va être là pour les conseiller, on va être là pour les protéger. Et lorsque fini d'avoir été interrogé par les forces de l'ordre, on le récupère sur une grande gare française, et on l'escorte jusqu'à son domicile, quoi. Mais des événements assez marquants pour la famille, assez marquants pour la mère. À ce jour, elle n'est toujours pas remise de cet épisode, quoi. Et toi, sur cette intervention, tu as été directement... C'était quoi ton rôle précisément? Du coup, j'ai envoyé mes équipes directement. D'accord. Qui se sont déplacées en moins d'1 heure au domicile pour assurer la protection de la villa. Ok. Parce que, ouais, du coup, ce que tu m'avais expliqué, c'est que vous avez des relations privilégiées qui vous permettent d'envoyer des équipes beaucoup plus rapidement que si les gens passaient directement par la police. On a mis en place une conciergerie de sécurité qui consiste à avoir une personne en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette personne, elle va vous répondre. C'est un ancien policier, un ancien gendarme. Demain, tu me dis, OK, ma mère se fait kidnapper à telle adresse. Directement, je sais qu'avec ton numéro de téléphone, qui est ta mère? C'est dans ma base de données. Avec cette adresse, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté le chef de poste local de la gendarmerie nationale la plus proche, de la police municipale la plus proche ou de la police nationale la plus proche. Ça me permet de gagner du temps. Si tu appelles directement la police nationale, t'as entre 12 et 24 minutes avant qu'ils te répondent, avec la petite mélodie. C'est sympa, mais quand tu es sous le stress, c'est pas vraiment top. Nous, directement, on appelle le chef de poste, on lui dit il y a un problème dans cette ville-là, cette maison, intervenez rapidement. Et directement, on gagne des minutes. L'ordre d'un homejacking, en fait, c'est super important. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, c'est ça, en fait, qui va nous faire pouvoir... c'est ça qui va permettre d'être dans l'action et de pouvoir interpeller les individus. Mais rassure-moi, c'est quand même une minorité des demandes dans ta boîte. Tu fais quand même beaucoup plus de prévention que d'intervention. Non, on fait pas mal d'interventions en ce moment. C'est hallucinant. On a une augmentation des homejacking. On est à 525 homejacking en France par an. Et là, sur les 3 derniers mois, on est à plus 32%. Plus 32%. Nous, on a qu'est-ce qui se passe? Ils ont trouvé un tuto sur TikTok et ils se sont tous mis... C'est la petite criminalité. Ah, aujourd'hui, dans les prisons, on parle de quoi? D'entrepreneurs. On veut se faire quoi? Un entrepreneur. On veut se faire quoi? Un mec de la crypto. Pourquoi? C'est de l'argent facile. Et c'est assez simple. Qu'est-ce qui fait le petit jeune de 17, 18, 19 ans? Est-ce qu'il veut aller taper un McDo avec une arme à feu? Ou est-ce qu'il veut aller taper un entrepreneur où il peut prendre 3 à 4 millions d'euros?
Il va taper l'entrepreneur. Et alors, c'est de la petite criminalité, mais malgré tout très bien organisée. Exactement, c'est ce que je disais. C'est très très bien organisé. Donc, Qui leur donne les tutos, les modes opératoires? c'est pas des tutos, c'est pas des forcément. Il y a toujours une personne qui est à la tête de ce réseau Qui va lui être basé. Lui a un cerveau, lui. Voilà, il va Ok. être basé soit au Moyen-Orient, soit en Afrique ou très loin de la France. Il va avoir des lieutenants sur Paris et ces lieutenants ensuite, ils ont des petites mains. Donc petit il peu y a partout. un mec là, quelque part en Afrique, il a son petit tableau Excel, il regarde des trucs, putain. Ils sont bons. Hein. Ouais. Et dernièrement, je parlais avec des négociateurs de la BRI et ils me disaient qu'ils avaient de plus en plus de mal à serrer ce genre de mec. Pourquoi? À l'époque, quand on demandait une rançon, voilà, c'était d'homme à homme. C'était OK, tu viens chercher ton billet, ton sac rempli de billets, 300 mètres plus loin, tu avais la BRI qui te tapait. Ouais. C'était assez facile. Aujourd'hui, c'est sur de la crypto-monnaie. Les mecs, ils reçoivent ça sur un compte, ils font un tour de magie et puis c'est parti, quoi. Et c'est terminé. Et c'est super complexe. Et c'est pour ça que sur l'Île-de-France, nous, on a mis, en fait, j'ai mis en place une brigade d'intervention rapide. J'ai 3 motards qui sont prêts à intervenir en permanence sur l'Île-de-France. Ils sont en astreinte. Dès que j'ai une alerte qui se déclenche, les mecs partent au domicile. Et en moins de 20 minutes, ils peuvent être dans toute l'Île-de-France, vu qu'ils sont stationnés un petit peu voilà, sur différentes géolocs. Ça, c'est grâce à ton réseau. Oui, bien sûr. Parce que tu as des relations directement avec... Bah, on a des relations un petit peu partout. Ce que je veux dire, on a des relations avec les commissariats, on a des relations avec les postes de gendarmerie. Et du coup, on les remercie justement. C'est vraiment important qu'on collabore main dans la main, quoi. Et justement, c'est quoi les profils que vous recrutez chez Lima Protection pour assurer la sécurité de vos clients? Du coup, on va être que sur des anciens des forces d'unité d'élite. Hein. On va pas se mentir. Hein. Des mecs qui ont fait un peu d'Afghanistan, qui ont fait un peu d'Afrique, au sein de la police, des mecs type BAC, type GSI, groupe de soutien d'intervention. C'est vrai qu'aujourd'hui, on recrute plus des mecs de terrain que forcément des unités des forces spéciales, nous. Et vous faites, dans ta boîte, vous offrez aussi de la prévention? Bien sûr. Ouais. Non, On a aussi une unité cyber qui est là pour cibler votre profil. Et une fois qu'on a ciblé votre profil, on va dire, OK, là, il y a une faille. Là, on trouve une adresse. Là, on trouve une adresse des parents. Et ça, on est capable de l'effacer. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on fait, quoi. D'accord, putain. Donc ça, c'est super important, quoi. Ouais. Et là, le modus operandi des mecs, c'est ils s'attaquent surtout à l'entourage, donc. Ouais, c'est beaucoup plus facile. Et même, il y a des personnes en crypto que je vois qui sont assez modestes, mais qui commencent à dire, OK, j'ai 400, 500 000, ils commencent à s'intéresser à eux. Et c'est pour ça qu'on a proposé cette conciergerie de sécurité. Ouais, parce que c'est de l'argent, quoi. Parce qu'ils ne peuvent pas se payer forcément une protection rapprochée. Là où nous, on peut arriver et directement leur dire, OK, on a un service de protection rapprochée, c'est entre 750 € et 1 200 € par jour le garde du corps. Les mecs, ils nous regardent avec des yeux, mais moi, j'ai pas les moyens. OK, bon, on va trouver une solution. On a cette conciergerie de sécurité qui va pouvoir t'aider et te faire gagner du temps. C'est ce qu'on propose actuellement, quoi. Tu parles de tes tarifs ou pas? Comment? Tu parles de tes tarifs publiquement ou pas? C'est ce que je t'ai dit, là. Entre 750 et 1 250 € Ça, c'est l'agent pour par la jour. Pour la journée, mais Ouais. sur la conciergerie, c'est quoi les... Sur la conciergerie, on est en dizaines de milliers d'euros, suivant le nombre de personnes qu'on veut protéger. Clairement, si tu me dis, OK, j'ai 10 personnes, on va être sur du 12 000 € par mois. Si tu me dis, j'ai 70 personnes à protéger, bah, là, c'est pas pareil, quoi. Ça va être un plus gros travail pour nous, quoi. Bien sûr, ok. Mais en moyenne, c'est en dizaines de milliers d'euros, quoi. Ok, d'accord. Pour une année, du coup, Ouais. de conciergerie. Pour une année. Ok, ça marche. C'est quoi l'anecdote la plus folle depuis que tu as créé la boîte? En protection rapprochée, c'est moi personnellement, j'étais dessus. J'étais avec une cliente du Golfe. On était sur Prague, très jolie ville. Donc elle décide d'aller faire du shopping, tout se passe bien. Je l'accompagne en haut, directement je redescends, je sécurise la zone en bas. Je suis dans la rue, et là j'entends une mélodie. Je me dis, putain, je la connais, quoi. C'est une arme à feu. Et ça s'intensifie. Et pour moi, en fait, c'est ça, quoi. Il n'y a personne qui court dans la rue, tout se passe bien. Directement, je vais chercher ma cliente, elle était avec son sac à main, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis on sort. Elle me dit non, on sort pas, je prends le sac à main, je balance le sac à main, je lui dis on sort. Je prends autorité directement sur la cliente, c'est ma responsabilité.
Donc, elle descend comme une malade avec moi. Je dis, ok, on part de cette zone. On part, elle court, elle gueule pendant tout le trajet. Elle me dit que t'es un grand malade, qu'est-ce que tu fais? Je vais te virer. C'est pas grave. Je continue. Et j'entends toujours cette mélodie, en fait, qui est là. Bam, 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 bam. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Du coup, je la rentre à l'hôtel. 20 minutes après, on allume l'actualité. 25 personnes mortes. 49 blessés. Putain. Elle était juste à côté. Et du coup, on est à 200 mètres. Un mec qui fait une tuerie de masse sur Prague. C'est jamais produit. Et moi, directement, tu vois ce que je veux dire? T'en parlais tout à l'heure, le syndrome post-traumatique. Et du coup, après, on s'aperçoit que le mec avait un AR-15 avec de la munition 5,56 et puis il a arrosé tout le monde, quoi. 25 morts. Et la cliente, après, était contente. Elle m'a remercié. Bah, tu m'étonnes. Elle voulait plus me virer, donc j'étais heureux, j'étais en mode bon, ça va. Mais voilà l'utilité d'avoir une protection rapprochée. Si tu devais nous faire un petit manuel, petit brief en 45 secondes de ce que tu dirais à un entrepreneur, les bons réflexes, les bons. C'est quoi? Comment on se protège de nos jours? De nos jours, c'est assez compliqué parce que lors d'une agression, part toujours de l'agression. Par exemple, au couteau, une simple agression au couteau, il y a 120 attaques au couteau par jour en France. 120 attaques au couteau par jour en France. C'est juste hallucinant. Du coup, ça, c'est l'attaque numéro 1. Ce que je dis, savoir courir. Parce qu'on quitte une zone. Je suis désolé. Moi, on m'a dit, rien ne sert de courir. Putain. Deuxièmement, savoir porter son poids, sauter par-dessus un mur. Okay. C'est la base. Ça va. Et savoir se défendre un minimum. Comment? Savoir se défendre un minimum. D'accord. Donc voilà. toi, tu conseilles aux gens d'aller au contact? Non. Mais se défendre. Se fuir, ouais, d'accord. sauter le mur. Et si t'arrives pas... Et si t'arrives pas, tu te défends. Okay. Ouais. Alors... Bon, moi, j'ai passé direct à la défense. On peut pas te pousser, t'es tranquille. Et je dis au mec, si t'arrives à me pousser, je te donne tout mon argent. Face à un couteau, c'est super dangereux, quoi. Ouais, c'est super dangereux, le couteau. Mais moi, je suis de moins en moins à l'aise à parler d'argent à cause de ça. Hein. Quand je vois à quel point ça augmente toutes les histoires là que tu disais, t'as vu homejacking. le pauvre Anthony Cyrus là qui J'ai pas fait vu. une vidéo. T'as pas vu la vidéo délirante Non. où il dit voilà, je tiens à informer le monde entier que j'ai plus de crypto. Ouais. Je me suis dit mais pourquoi? Enfin, j'étais choqué. Il a reçu des menaces, il a reçu 2 fois des menaces par rapport à sa famille. Ah ouais. Et oui, il avait plusieurs millions en crypto et il a tout sorti. Bah ouais. Il dit qu'il a acheté de l'immobilier à Dubaï. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça, on le sait Mais pas, est-ce que vraiment... Je pense pas que est-ce c'est que la bonne vraiment... stratégie. Ouais, mais c'est ça, parce qu'on est d'accord, parce que... Pour moi, c'est très mauvais. C'est très mauvais, ça on est fait d'accord. passer un message, en fait, à la petite criminalité. J'ai Putain, peur. Et puis voilà, et puis ce Ouais. mec a de l'argent, quoi. Ouais, en fait. Donc il devient encore plus ciblé, quoi. Ouais. Sa vidéo a fait des milliers et des milliers de vues, quoi. Donc, Bon, écoute, Cédric. Ouais, c'était un plaisir. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris le temps de nous partager toutes ces anecdotes. On mettra... Super. Qu'est-ce qu'on envoie les gens où? j'ai un lien directement Internet ou j'ai Très bien. un réseau Instagram. Ils peuvent me Eh ben, contacter là-dessus. Y a pas Eh de ben, souci, on va mettre tout ça en Ce sera avec description. plaisir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Ciao. Sans permission, Sans permission. avec Osama-san. sans permission.